Professeur Raoult, bonjour. Merci de nous recevoir ici à Marseille et d'avoir accepté l'invitation du Monde Moderne. Je voulais vous faire une interview un peu plus large, en fait, sur des questions de science, d'éthique. Vous allez bientôt lancer une chaîne, d'ailleurs, hein, YouTube, c'est déjà fait, sur ce qu'est la science. La première question que j'avais en tête pour vous, c'est quoi, pour vous, d'être médecin ? Être médecin, honnêtement, c'est s'occuper des malades. C'est pas plus compliqué que ça, d'ailleurs, c'est une chose qui semble un peu avoir été oubliée à un moment ou à un autre. Donc, c'est s'occuper des malades. S'occuper des malades, c'est en faire un diagnostic, proposer un traitement, les rassurer, les suivre, calmer, et essayer. La manière de donner, d'ailleurs, le médicament compte souvent autant que les médicaments eux-mêmes. C'est d'ailleurs ce qu'essaie l'industrie pharmaceutique essaye de faire croire que c'est pas vrai. Et donc, c'est un des combats les plus importants qu'il y aura et qu'il y a avec l'industrie pharmaceutique, c'est le fait que maintenant les effets placebo et nocebo sont identifiables par imagerie. Donc, on peut plus... L'industrie pharmaceutique a été dans le déni total de la qualité médicale. Tout principe d'évidence-base, c'est le déni de la qualité médicale. Tout le monde est pareil. Si on donne le même traitement à tout le monde, que ce soit un Coréen, un Sud-Américain, un Brésilien ou un Français, c'est pareil, c'est pas vrai. C'est une vision industrielle, finalement, c'est une vision d'un art qu'est la médecine. Oui, pas seulement industrielle, c'est une vraie vision. Vous savez, c'est moi, je me réfère souvent à lui, c'est une vision du monde digital. C'est pour ça que je me réfère souvent à Baudrillard, c'est-à-dire que c'est un monde dans lequel la réalité a disparu, si vous voulez, donc on pense que tout ça sont des pions, et que c'est pareil, c'est tout le principe d'ailleurs des essais thérapeutiques tels qu'ils sont maintenant, qui ont été mis en place pour l'industrie pharmaceutique, et le déni de autre chose que la chimie aux mêmes doses données aux mêmes gens fait la même chose, et c'est pas vrai. C'est les essais en double aveugle, c'est ça qui sont les bases en fait de cette industrie. Et on sait que c'est pas vrai. On sait que c'est pas vrai. Maintenant, nous, on a, pour ceux que ça intéresse, sur la chaîne que j'avais mise sur l'IHU, il y a un plus grand spécialiste mondial des effets placebo qui s'appelle Benedetti, qui est un Suisse, qui a fait 2 conférences ici qui sont estomacantes. Et donc, tout le monde sait ça. On savait même avant qu'il y a des médicaments efficaces pour l'ulcère gastro-duodénal, qu'on pouvait guérir l'ulcère gastro-duodénal par un effet placebo, mais on savait qu'il n'y avait que 30% des médecins qui avaient cet effet placebo. Et ça, comment vous mettez ça dans l'évidence-base? Comment vous mettez l'évidence-base? Il y a des bêtises inouïes. Comment vous mettez dans l'évidence-base la chirurgie? La chirurgie, je veux dire, le plus grand délit d'initié, c'est de connaître les bons médecins et les bons chirurgiens. Parce qu'avec le même, on a pas de vous avez 10% ou 3% de mortalité, ça fait une grosse différence. Ça, on le sait maintenant, il y a des classements des hôpitaux, on voit un peu... Oui, mais c'est pareil. Dès que, vous savez, il y a de vertu dans les commencements, comme disait Peggy. Au début, avant que ne soit débusqué l'intérêt personnel ou financier, ça a une certaine valeur. Moi, je vous donne un exemple. Le Point, récemment, a fait un classement des maladies infectieuses. Il a exclu Marseille complètement, alors que tous les chercheurs les plus cités de France sont tous à Marseille, bien sûr. Il a dit, non, mais c'est parce qu'il y a le rapport de l'IGAS, alors on le met pas. Et ils osent dire, c'est basé sur des données scientifiques. Des données scientifiques, je connais, tout le monde a regardé, tout le monde sait qui est qui. Donc c'est très intéressant. Donc ce système est perverti. Voilà. De la même manière que Wikipédia, qui était au début un truc assez neutre, et était un truc perverti. Quand les gens ont compris que c'était un enjeu, et que c'était un enjeu de publicité bien plus puissant que la publicité dans les journaux télévisés, ça a été entièrement colonisé par des enjeux financiers. Donc, au début, avant que les gens se rendent compte, je donne un exemple. Quand j'ai fait une présentation à l'Assemblée nationale, j'ai cité un site que personne ne connaissait parce qu'il était trop récent, qui s'appelait Expertscape. En disant, écoutez, quand même, les gens qui voulaient savoir, parce qu'il y a des sites qui naissent sans arrêt d'évaluation, ceux qui naissent, encore une fois, sont relativement neutres. Et donc, dedans, il y a marqué le plus grand expert de maladies infectieuses au monde, c'est le Dr Raoult. Vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas, que j'étais un inconnu. Eh bien, écoutez, 2 mois après, j'avais disparu des 100 premiers. Par quelle magie?
je lui ai demandé, il dit, ah, mais c'est parce qu'on n'avait pas tenu compte du sida, du machin, etc. Je dis, mais attendez, je lui demande, qu'est-ce que c'est pression? Ils m'ont fait disparaître. Donc, dès qu'un truc est lisible, il est susceptible d'être manipulé. Il faut juste courir avant que ce truc ne soit manipulé, parce que les forces de manipulation, vous le savez, hein, on va revenir bien sûr sur le rôle de la presse, ces fact-checkers, ces no-fake-med, enfin tous ces Savonaroles en fait, hein, qui sont des censeurs en réalité. Là c'est autre chose, c'est la saturation, si vous voulez, je sais parce que je l'ai vu en œuvre. Si vous voulez, vous pouvez payer une boîte pour lequel qui a 100 ou 200, c'est un peu le ménage qu'a fait Elon Musk sur Twitter, qui vont avoir 100 ou 200 adresses Twitter ou 200 adresses Google, et qui tous vont envoyer le même message qui va faire monter les données, soit dans Wikipédia, soit dans Google, soit mettre en ligne les premiers qu'on veut mettre un truc, et donc vous commencez à vomir sur quelqu'un, vous payez une officine qui a 100 adresses Google, qu'ils font. Vous connaissez l'histoire, je la cite souvent, je m'excuse si je me rappelle, l'histoire du restaurant de Londres, non? Vous connaissez cette histoire? C'est génial. TripAdvisor aussi, au début, je pense que c'était à peu près raisonnable. De notation des restaurants. Et puis, il y a un jour des farceurs anglais, parce que les Anglais ont un sens de l'humour de temps en temps exceptionnel, à 4, qui se sont mis, parce qu'ils avaient été payés pour faire monter les codes de restaurants à TripAdvisor. Et donc, ils ont inventé un restaurant qui n'existe pas. Et ils ont commencé à mettre ce restaurant avec son truc en mettant des côtes, et puis ils sont passés par 1, 2, 3 mails qu'ils avaient, 100. Et sur ce restaurant, quand on téléphonait, on disait, le répondeur disait, écoutez, nous sommes désolés, nous ne pouvons pas prendre de réservation, nous sommes pleins. Au bout de 6 mois, ce restaurant était numéro 1 des restaurants de Londres. Alors qu'il n'existait pas. Il n'existait pas. Et ils ont fait une farce, ils sont mis à 4 dans un jardin, ils regardaient notre restaurant fabuleux, le meilleur restaurant de Londres. Vous, ça fait depuis une trentaine d'années, voire plus, hein, que vous êtes ici avec une équipe exceptionnelle. Vous avez inventé, trouvé virus, bactéries, microbes. Vous avez fait avancer la science ces dernières années avec des prix, d'ailleurs, nombreux, une reconnaissance internationale. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous devenez la cible d'une campagne de calomnie, on pourrait dire, ou du moins de dénigrement et organisé avec des médias grand public et des institutions. J'en sais rien. Il y a plusieurs, de mon point de vue, là, je n'ai pas une explication unique. Il y a plusieurs choses. La première, si vous voulez, c'est que le pouvoir s'est emparé de la santé. Alors, la santé publique, ça a toujours été au moins 2 tiers de politique et 1 tiers de science. Maintenant, c'est pas moins que ça. Mais le pouvoir s'est emparé de la santé et donc de ce qu'il faut dire pour la santé. Et donc c'est devenu le ministère de la vérité. Donc, ça, c'est un premier vrai problème. Mais ce ministère de la vérité, la compétence des gens de ce ministère de la vérité est extrêmement limitée. Parce que les bons ne font pas ça. Les bons, ils font ce que je fais moi. Ils ne vont pas traîner dans les ministères pour donner leur aide. Ça, c'est une chose. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait au courant de cette crise? Ils ont regardé ce que faisait le voisin, et si vous voulez vraiment savoir ce qui s'est passé en France, on ne sait pas, peut-être qu'un jour on aura les données, les communications téléphoniques, les mails des gens qui nous gouvernent. C'est secret défense, hein, pour le moment. Ça veut rien. Non, ça veut rien dire. Le secret défense, il suffit qu'il y ait une commission qui demande ça pour le voir. Mais regardez ce qui se passe en Angleterre, où ils sont en train de faire le procès de Boris Johnson. Vous voyez les arguments sur lesquels Boris Johnson a pris les décisions que nous avons suivies. Hein. C'est du bricolage total. C'est des bricolos. Et c'est pareil aux États-Unis, c'est des bricoleurs. Faut aussi des gâteux. Enfin, c'est des bricoleurs qui ont la moitié d'une main qui, depuis 20 ans ou 30 ans, faut aussi travailler exclusivement avec l'industrie pharmaceutique. Et donc, leur point de vue ne peut pas être un point de vue de quelqu'un qui a travaillé sur les épidémies. Ouais. Enfin, moi, j'ai dû travailler sur une dizaine d'épidémies personnellement. Je sais de quoi je parle, et jamais avec l'industrie pharmaceutique. Donc, il y avait, au départ, il y a 2 choses. C'est le gouvernement a le ministère de la vérité, et le problème, c'est que cette vérité est basée sur des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Et donc, non seulement ils ne savent pas de quoi ils parlent, mais ils n'en ont pas la moindre idée. Je vais vous donner un exemple qui est très simple.
il y a un truc qui est à la mode depuis 10 ans. Bon, les modes m'irritent en général. Donc, qui est à la mode depuis 10 ans, c'est le One Health, c'est-à-dire il faut tenir compte pour la santé humaine des animaux, des plantes, etc., parce que les microbes se baladent, etc. Très bien. C'est vrai que la plupart des maladies nouvelles sont des zoonoses, c'est-à-dire des maladies qu'on rencontre chez les animaux. Eh bien, dans le conseil scientifique qui avait été fait au départ, et ça pendant 1 an, il n'y avait pas un spécialiste de médecine animale. Il n'y a pas un vétérinaire. Alors que notre plus gros problème au cours de l'épidémie, après la première vague, ça a été l'épidémie chez les visons en France. Oui, c'est ça. Et le fait que le virus pouvait muter en passant par... Bien sûr. Donc, c'est très frappant. C'est-à-dire que de vouloir détenir la vérité sans s'appuyer sur les forces vives, mais en s'appuyant, et j'ai eu l'occasion de le dire, sur des serviteurs, c'est-à-dire des gens qui vous disent, moi je plains beaucoup d'El-Fassi que je connaissais par ailleurs, moi je lui ai dit je veux plus participer à ton conseil scientifique, le jour où il m'a dit on va faire ça, je dis mais tu as aucune base scientifique, donc tu peux pas dire que tu es d'accord avec ça scientifiquement, tu peux dire que c'est une décision politique le confinement, c'est pas une décision scientifique, c'est bien que ça va marcher. Ça a été une décision politique. Mais purement, mais le problème c'est que le conseil scientifique, on demandait au conseil scientifique de valider quelque chose qui n'était qu'une décision politique. D'accord. Et donc, bien sûr, ça, c'était pas acceptable. Alors, justement, cette prise de pouvoir politique sur la science, enfin, ou du moins sur le scientifique, elle s'est faite quand? Est-ce que ça a été accéléré par la crise du Covid? Est-ce que c'était en avant? Non, ça a toujours existé. Ouais. Si vous regardez, si vous vous intéressez à l'histoire, moi je m'intéresse bien à l'histoire, vous voyez que les premiers textes de loi, la Bible, les premiers textes de loi vont contenir des règles hygiéno-diététiques, des règles de santé, des règles. Donc, le jeûne intermittent qu'on est en train de redécouvrir, le fait de manger le porc quand on mangeait cru donnait des maladies extrêmement identifiables parce que la période d'incubation entre la consommation du porc et les signes cliniques épouvantables, maladies qui s'appellent la trichinellose, était si court qu'on voyait bien que c'était le porc. Donc il y a toute une série de règles hygiéno-diététiques qui ont été mises en place et qui ont été mises en place à l'époque où il y avait une confusion entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux à travers des obligations religieuses. Donc le contrôle de la santé et a toujours été un des éléments de l'organisation sociale. Toujours. Il y a toujours eu les eaux qui sont tellement à la mode maintenant, si vous voulez, si vous regardez, aussi loin que vous regardez, il y a toujours un culte des eaux, avec les eaux qui faisaient du bien, les eaux qui sont les mêmes qu'on a maintenant, c'était vrai du temps de Rome, hein, c'est très ancien tout ça. Hein. Donc, ces éléments-là font partie. Après, ce qui s'est extraordinairement renforcé, la grande nouveauté dans la situation actuelle, c'est le poids qu'a pris la santé dans les économies. Donc, la santé et la recherche. Hein. La recherche, ça fait, 2,5 à 3% des PIB, c'est énorme. Hein. Et la santé, alors, c'est considérable. Donc, le poids de ça, et bien entendu, ce qui va avec, c'est-à-dire l'industrie pharmaceutique d'un côté, d'autre part, les publications médico-scientifiques, ont pris une valeur folle et dégagent des bénéfices qui sont uniques. Les publications scientifiques, elles se virent, c'est 35% de bénéfices. C'est inouï. C'est incroyable. Avec en plus des enjeux marketing, comme vous le disiez, puisqu'on retire des publications, puis il y a les fausses publications qu'on a pu voir. Oui, et puis les liens avec l'industrie. L'industrie pharmaceutique est tellement puissante. Vous vous rendez compte, Pfizer, en 2022, c'est un budget qui doit être, je sais pas, le 100e budget mondial. C'est un État, oui. C'est un État. Donc c'est avec la moitié de bénéfices. C'est inouï. C'est jamais vu. Mais jamais vu. Justement, enfin, vous avez connu de nombreux présidents de la République, qui vous ont décoré, enfin qui vous ont reconnu pour ce que vous faisiez. Comment ça s'est passé avec le dernier, puisqu'il est venu vous voir à Marseille au début de la crise. Ensuite, vous refusez de rejoindre ce conseil scientifique. Quels ont été vos rapports ensuite avec Non, la nature des rapports interpersonnels, je ne veux pas en parler parce que ça, je ne veux pas le faire. Globalement, si vous voulez, c'est très difficile. D'ailleurs, c'est une des raisons quand les gens, depuis des années, m'ont demandé si je voulais faire de la politique. Je vois que mon confrère, Monsieur Braun, vient de s'en rendre compte, il aurait dû m'écouter, assez dépend. On maîtrise rien. Moi, j'ai été pendant un peu moins d'un an
ministère de la Santé une fois par semaine pour faire une mission sur les maladies infectieuses, qui est un rapport qu'ils auraient dû lire d'ailleurs, ça leur aurait fait le plus grand bien. Il y avait tout dedans, hein, l'industrie pharmaceutique, les vaccins, et tout dedans. C'était mon copain Jean-François Mattei qui était là, qui avait été député pendant 10 ans, mais honnêtement, il se faisait rouler dans la farine tous les jours. Hein. Les 3 personnes qu'il a choisies, il connaissait 3 Marseillais qui ont voulu bien l'aider sur 3 sujets précis. Tout le reste, un cabinet d'énarques qui n'en connaissait pas un. Ou des cabinets de conseil privés, comme McKinsey. Là, il n'y avait pas ça à l'époque, mais il y avait toute l'infrastructure de Kouchner qui était resté si longtemps, effectivement, tout le DGS adjoint, le responsable de la santé publique au cabinet, tout ça, c'était de la génération Kouchner. Et donc, vous pouvez pas imaginer que les gens qui étaient avec Kouchner pendant les 2 ans quand Mattei était là, ils allaient avoir une loyauté totale vis-à-vis de lui. Ils étaient là, ils faisaient leurs affaires. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un sport national en France qui est celui de faire tomber des têtes qui dépassent un peu trop, ou du moins d'aller toujours attaquer des gens qui ont des spécialités? Le CNRS a fait ça. C'est ce côté finalement de dire non, c'est des experts certes, mais parfois ils vont trop loin ou ils font de l'ombre. Est-ce qu'il n'y a pas des règlements de compte dans le ministère? Je ne sais pas. La France a cette spécificité très particulière. De Gaulle disait ça. La France, sans la grandeur, peut tomber dans un degré de médiocrité extrême. Je ne peux pas appliquer ça. Je ne peux pas appliquer ça à une situation quelconque. Mais c'est toute l'histoire de France qui vient de ça. Voilà. Toute l'histoire de France, moi je raconte souvent, bien sûr, la Révolution française. On tue le plus grand scientifique mondial, Lavoisier, on tue le plus grand juriste français, on tue le plus grand poète français, Chénier. Et puis voilà. Et quand Coffinial fait tuer Lavoisier, il dit la Révolution n'a pas besoin de la science. Formidable. Formidable. Donc ça, c'est et Lazare, le directeur de l'INSERM, qui sera nommé, fera la même chose. Hein, c'est-à-dire, il va fermer les unités des 4 types les plus connus dans le domaine de la médecine en France, dans le monde. Les 4. Qui avait fait des grandes avancées, un Nobel d'ailleurs. Donc il y a quand même, si vous voulez, la France c'est à la fois le pays de la Révolution et celle de Napoléon, Louis XIV, à la fois l'amour de la gloire d'un côté. S'il n'y a pas Louis XIV, Molière, au bout de 3 pièces, c'est terminé. Donc il est protégé par la puissance publique, au contraire. Hein. Donc et c'est son rôle d'ailleurs. Hein. Donc il faut faire. C'est un véritable. Il y a une véritable balance entre un goût pour la grandeur et une haine de la grandeur. Et donc bien sûr, malheureusement, la science ça marche que par la grandeur. C'est comme l'art. Hein. Ça marche que c'est le leadership et les individus. C'est pas une course un peu à qui sera le meilleur, c'est ça? C'est pas une course à qui sera le meilleur, c'est les individus, voilà. Mais vous pouvez dire, les sports de haut niveau, c'est pareil. Vous pouvez raconter ce que vous voulez, mais les sports de haut niveau, c'est les sports de haut niveau. C'est comme ça, les individus. Donc, il y a un antagonisme entre le fait de dire, et qui fait d'ailleurs, c'est un des points d'ailleurs sur lequel moi je m'étais trompé. Je pensais vraiment qu'en augmentant de manière significative le financement de la recherche, on aurait de la recherche de meilleure qualité. C'est pas vrai. Alors, c'est pas vrai. Ce qu'il faut, c'est pointer les gens qui ont vraiment de la compétence, leur donner de l'argent et les secourir. Parce que la recherche, la découverte peut pas être consensuelle par définition. Découverte par définition, c'est hors des chemins. Mais donc, si vous voulez avoir des gens qui découvrent, il faut leur foutre la paix. Et ça, d'abord, les États obèses comme le nôtre ont du mal à l'accepter, que les gens puissent faire ce qu'ils veulent. C'est un truc terrible. Vous voyez, regardez, Nixon disait dans 5 ans, on n'aura même plus le cancer. Alors, je fais le plan cancer, ou Sarkozy disant le plan Alzheimer, regardez, en 5 ans, il s'est rien passé du tout. Alors que c'est pas de la politique, ça. Peut-être un type va avoir un coup de chance ou un coup de génie, ou il va voir quelque chose que les autres n'avaient pas, mais vous savez pas qui c'est. Vous ne pouvez pas le prédire. Mais quand on regarde vous, votre carrière et les équipes que vous avez mis en place à l'IHU, on peut dire que quand même les autorités publiques vous ont laissé tranquille et faire ce que vous voulez. Vous n'avez pas un retour négatif Non, bien sûr, bien sûr. Non, bien sûr. Moi, j'ai eu, encore une fois, il faut... on vit dans le monde dans lequel on est. Moi, j'ai été très bien adapté dans ce monde. Hein. J'ai pas de problème. Je pense même que moi, j'ai bénéficié de ce goût de la grandeur. Maintenant, on n'a pas le goût de la grandeur en ce moment. Donc, je suis un peu ennuyé, si vous voulez.
On voit bien que c'est la technocratie qui prend les structures. On est passé de ministre de la Santé issu de l'ARS, l'Agence régionale de santé, donc on voit bien comment tout ça est en train de se mettre en place au niveau politique. Oui. Et puis, encore une fois, plus profondément que ça, c'est la technocratie. La technocratie ne croit pas à l'action individuelle. Et donc, ce qui n'est pas non plus étonnant, parce que c'est un vrai problème de fond, on retrouve le même en Angleterre aux États-Unis, c'est la proportion du tertiaire, maintenant c'est 80%. C'est-à-dire, il y a 80%, il reste 20% des gens qui font quelque chose. Le reste, c'est l'administratif, quoi, c'est ça. En un siècle, on est passé de 70% à 20% de primaire et secondaire. Donc, le tertiaire, maintenant, on est passé de 30 à 80%. Et ce tertiaire, en plus, il s'auto-produit, il s'auto-génère. À chaque fois que vous créez une nouvelle mission, un truc, il y a de nouvelles secrétaires, de nouveaux assistants, de nouvelles procédures. De nouvelles procédures. David Graeber appelle ça les bullshit jobs, les jobs à la noire, qui sont là pour organiser un système d'organisation. Exactement. Mais vous avez eu une carrière de chercheur, d'abord, et vous avez été assez révolutionnaire dans la façon d'utiliser aussi de nouveaux outils, le microscope numérique, etc. Dans cette façon de faire révolutionnaire, est-ce qu'on va trouver des nouveaux pirates de la recherche, ou est-ce qu'ils vont être étouffés par les labos multinationales qui veulent de la recherche efficace pour créer de l'argent? Nous, la nôtre, moi ça fait longtemps, ça fait 5 ou 10 ans, que je n'ai plus de rivaux en Occident. C'est fini. En revanche, les Chinois, oui, alors ça va. Une fois sur deux, nous, quand on est en train de trouver un truc, les Chinois le font juste avant. Les Chinois, Singapour. Donc, en Extrême-Orient, eux, ils ont très bien compris. Ils ont la même perspective que nous. Ils sont passés après l'étape de la chimie pour entrer dans l'étape de la technologie. Ce qui est, moi, il était mon truc à moi depuis très très longtemps, c'est en réalité, je pense à peu près la même chose. Maintenant, que depuis 20 ans, on n'a plus besoin dans mon monde, le monde des maladies infectieuses, on n'a plus besoin de nouveaux médicaments. Il y avait un trou, c'est celui des hépatites, qui a été comblé il y a à peu près 20 ans. On avait déjà de quoi traiter le sida il y a 20 ans. Donc, dans le 21e siècle, nous, on n'a besoin de rien. Chimiquement, vous voulez dire, l'industrie pharma a tout fait. Elle ne peut pas aller plus loin. C'est pas l'industrie pharmaceutique. Je vais essayer de vous expliquer ce truc, mais je ne sais pas si j'arrive bien à l'expliquer, parce que ça fait 4 ou 5 fois que je l'explique et que personne ne l'a repris. Le monde moderne du capitalisme moderne est basé sur Watt, le brevet, etc., c'est-à-dire l'obsolescence. D'accord. En pratique, le brevet, ça veut dire l'obsolescence. C'est-à-dire, vous nous dites ce que vous faites, mais vous en avez le monopole pendant 20 ans. Au bout de 20 ans, c'est obsolète. D'accord. Vous voyez bien que c'est différent d'ailleurs dans l'art, puisque dans l'art, les droits d'auteur, c'est 70 ans après la mort de celui qui a écrit. Parce que là, c'est 20 ans, et donc c'est remplacé par quelque chose. Mais ça fait un moment que ça dure maintenant. Et donc, en chimie, le problème, c'est que les molécules sont éternelles. Donc, la chimie ne peut pas s'accorder du tout avec le système de l'obsolescence. Parce que la pénicilline, c'est la même. Donc, en réalité, pour détruire la pénicilline, il faut dire que vous avez quelque chose qui est mieux ou qui est moins toxique, ce qui généralement n'est pas vrai, parce que quand vous avez des molécules que vous connaissez depuis 30, 40, 50, 70 ans, on les connaît parfaitement. Et en plus de ça, les exigences de sécurité qu'on a maintenant coûtent des centaines de millions d'euros ou de dollars, prennent 10 ans, et donc si vous avez une molécule ancienne qui peut faire la même chose, vous voyez, il faut être fou pour pas le faire. Les Chinois font ça, nous on a fait ça aussi, d'ailleurs inspiré par eux, de prendre, vous voyez, toutes les molécules qui sont considérées comme utilisables par la FDA et de les tester dans des situations qui n'ont rien à voir. Parce que quand vous avez testé une molécule pour une question donnée, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas efficace dans d'autres situations. Ouais, ce qui nécessite un déblocage de quelque chose dans le cerveau. Et en plus de ça, tout le monde devient contre parce que, il n'y a pas d'argent à gagner, on ne peut pas faire des études randomisées qui vont coûter un prix fou parce que personne ne va les payer, et donc vous vous retrouvez dans une situation qui est une situation qui est en contradiction avec tout le modèle économique et intellectuel que nous avons. Mais en revanche, et donc, les Chinois qui sont, vous savez, les gens qui arrivent le plus tardivement sont les plus malins, pour une raison, c'est qu'ils ne sont pas embarqués dans un chemin qui est trop tracé. Donc, ils peuvent prendre d'autres chemins.
quand ils ont vu le nombre de molécules qui étaient disponibles et efficaces, plus s'il y a quelque chose à chercher, c'est plutôt effectivement dans des produits naturels qu'on transformera en molécules chimiques, ce qui s'est toujours passé. Hein. C'est le principe de la... Oui, de la pharmacie. Et se sont jetés, eux, sur la technologie. Et nous, on a fait pareil, on a pris la technologie. Et donc, de ce fait, eux, mais moi je vous assure, mon laboratoire a toujours été, depuis 92, le mieux équipé au monde en termes de technologie. Hein. Moi, j'étais invité au NIH, au Massachusetts General Hospital, les laboratoires de microbiologie étaient indigents. Donc, ils n'avaient pas les outils techniques. Là, quand il s'est passé, d'un coup, le président s'est rendu compte, parce que son échelle de comparaison, c'est les autres pays. Oui. Il peut pas discuter avec les scientifiques, il peut pas savoir. Comment il saurait? Personne ne sait entière, bien sûr. Il peut pas savoir. Après, c'est à qui il demande, mais et quand il a vu, il s'est comparé à l'Angleterre, qui a toujours été depuis bien longtemps le modèle de la France, et qu'il a vu le nombre de génomes qui est sorti en Angleterre. Quand moi j'étais le seul à dire au monde qu'il y avait des nouveaux variants, parce que ça fait 25 ans que je regarde les génomes, je regarde les génomes, surtout, il fallait regarder les génomes. Et donc nous, on les séquençait, on regardait, on a bien vu qu'il se passait quelque chose de complètement différent. Et que la première épidémie n'était pas la deuxième épidémie, qui s'est faite d'ailleurs avec 3 variants successifs. Mais quand les Anglais ont sorti leur variant, il a regardé, il a dit, mais comment ça se fait qu'on ait 10 fois, 20 fois moins de génomes que les Anglais? C'est pas normal. Donc moi, il m'a appelé, on me dit, non, mais comment ça se fait? Et en plus, on a regardé, il n'y a que vous, et pas ceux qui faisaient les génomes, on est en retard. Colossal, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, écoutez, faites un plan pour que les gens fassent des génomes. C'est vrai, il m'a demandé, il m'a dit, vous restez dans le boucle, je sais pas, je dis, bien sûr. Très bien, on a été contents, on a eu un super séquenceur de plus, on a fait notre boulot. Mais une fois que vous avez fait les séquences, tout ce pôle qui s'est nommé Emergène, ils savent pas les regarder, les séquences, ils savent pas qu'en foutre. Ils ont passé 1 an, vous savez, à faire quoi? À se disputer pour faire une charte de publication sur les génomes. Et ils n'ont pas réussi à la faire, en fait, donc ils n'ont rien fait. Voilà. C'est sur les bullshit jobs, exactement. Plutôt que de faire, on va... Mais ils ont mis à la tête de ça 2 personnes qui ne savaient pas ce que c'était qu'un génome. Donc tout ce qui y jouait, c'est les jeux d'intérêt, c'est est-ce que je serai sur la publication, parce que comme ils font pas de choses par eux-mêmes, il faut qu'ils soient sur la publication, c'est très intéressant. Et donc ils sont passés complètement à côté de quelque chose. Et donc l'idée, mais parce que l'idée initiale, ça n'était pas de faire quelque chose de génome. L'idée initiale, c'est de ne pas faire moins que les Anglais. Ce qui était ça c'était vexant de faire moins que les Anglais. C'est extraordinaire. C'est incroyable. Mais on voit bien, hein, d'ailleurs, l'appel au cabinet de conseil pour faire comme le voisin, le copier-coller de la politique sanitaire qui était politique et pas du tout scientifique. Hein, oui, moi c'est un des points sur lesquels je suis, très réservé. Il se trouve que nous, on avait eu ici au CHU, 2 ans avant le Covid, une analyse faite par McKinsey sur les forces et les avantages qu'il fallait faire pour le développer, etc. Écoutez, le rapport de McKinsey était nickel, hein, je peux vous dire. Moi, je l'ai vu 3 fois. Ils avaient tout compris, ils avaient toutes les données chiffrées, tous les trucs. Après, moi, j'ai vu défiler dans ma vie peut-être 6 fois l'IGAS. Je vous assure qu'ils n'ont pas le même niveau. Ils n'ont pas le même QI non plus. Hein. Ils n'ont pas le même salaire non plus. Hein. Mais ça n'a rien à voir. Hein. Il y en a qui s'intéressent au bruit de couloir, et lui, il vous aime, et lui, il vous aime pas, et lui, machin et tout. Et puis, les autres, c'est des brutes, ils prennent les chiffres, et disent machin et tout, et disent voilà, il a dit, instance publique, attendez, vous n'avez pas de recherche à part la maladie infectieuse. Si vous enlevez les maladies infectieuses, vous êtes en 6e ou 7e position. Donc, vous avez que ça. Ils vous font 20% de la science. Donc, quand vous avez eu l'IGAS qui est venu ici, écoutez, ils se foutaient de la recherche, ils se foutaient qu'on prenne en charge les malades, tout ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils cherchaient dans les couloirs quelques médisances, si vous voulez, et des bêtises sur l'éthique dont on reparlera. Mais c'est honteux. Ils ont fait un rapport de 400 pages, c'est honteux, si vous voulez. Donc, le niveau, d'abord, de ces gens ne sont pas des techniciens. Donc, dedans, il n'y avait pas un bon juriste, il n'y avait pas un bon médecin qui sache de quoi il parlait. Donc, on ne sait pas comment on peut faire, et il n'y avait pas d'analyste économique. Mais qui dit, le rapport de l'IGAS, à quel moment on dit on va faire un rapport, justement, sur l'IHU de cette... Et ça, c'est, si vous voulez, il y a un petit complot qui est parti d'ici, disant qu'on faisait des essais sauvages, des essais sauvages sur la tuberculose, donc qui a été repris par Mediapart, avec la bienveillance de Mediapart qui est coutumière.
Mais il faut de tout dans les animaux. Dans les animaux, vous savez, il faut des charognards, il faut des prédateurs, il faut des herbivores. Chacun a son rôle. Donc, eux, ils jouent ce rôle-là. Et donc, dedans, le ministre scandalisé met la main sur le cœur. C'est terrible ce qui se passe là. Hein. En plus, il y avait d'autres bonhommes, parce que quand vous les suscitez, vous arrivez sur un bande de 800 personnes, vous arrivez à en trouver une trentaine qui sont pas contents. Et donc il dit non, il y a des problèmes d'un essai, là, qu'est-ce que c'est que cette horreur, il faut aller voir ça. Donc il mandate les gars, c'est la NSM, on les voit venir à 8. La NSM, au bout d'un mois, elle dit mais il n'y a pas du tout, c'est pas vrai. C'est des fausses accusations. C'est des fausses accusations, c'est pas vrai. On leur explique un peu de médecine, parce qu'il fallait leur expliquer ce que c'était un antituberculeux. Les gens ont confondu les recommandations avec les thérapeutiques. Les recommandations, c'est des sociétés qui font ça. Moi, je m'étais beaucoup amusé sur les recommandations. Il y a un domaine dans lequel on était considéré comme les premiers au monde, c'est le traitement des endocardites, infection du cœur. Et donc, il y a plein de guidelines sur le traitement des endocardites. Et à l'époque, j'étais rédacteur en chef du journal européen de maladies infectieuses. J'avais dit, tiens, je vais prendre les stars de maladies infectieuses sur les endocardites, c'est-à-dire ceux qui traitent eux-mêmes. Et pas les types qui vont dans les congrès, les types qui traitent eux-mêmes plus de 50 endocardites par an et qui ont une production scientifique visible. Et je vais leur dire, voilà, dans cette situation-là, quel est le traitement que vous préconisez chez vous. D'accord. Écoutez, tous les gens qui étaient là avaient au moins 30% de différence par rapport aux guidelines, mais c'est les mêmes qui avaient écrit les guidelines. Ce qui veut dire que les guidelines ne veulent rien dire, sauf qu'à un moment, il y a un consensus ou une pression, là, une pression d'un antibiotique nouveau qui servait à rien, mais qui voulait prendre ça comme un territoire, qui en avait financé 34, sur lequel on avait plus grande difficulté pour écrire les guidelines, pour qu'ils déclarent leur conflit d'intérêts. Vous voyez, dans tous les congrès, ils présentaient toujours la même chose, donc ils ne faisaient pas ça par hasard. Donc on voit bien qu'il y a une complexité dans l'expertise, et en particulier quand on veut que l'expertise soit consensuelle. Parce que, encore une fois, les humains ne sont pas des robots, ça s'adapte, les situations, et en plus, quand vous regardez, nous, pour le protocole qu'on avait mis en place pour le traitement des endocardites, après avoir fait signer tout le monde, le chirurgien cardiaque, le cardiologue, etc., il nous a fallu 6 ans pour avoir 65% de compliance des médecins au traitement que nous avions mis en place ensemble. Donc quand on nous parle de guidelines, la médecine, c'est complexe. Hein. C'est très long, et il y a la question de l'éthique aussi. Que penser des expériences qui sont faites pour l'augmentation de virus qui seraient peut-être à l'origine du Covid dans le labo de Wuhan? Est-ce que là on dépasse dans la recherche les bornes, ou est-ce que c'est quelque chose qui est le futur de la médecine finalement, la génétique et au-delà? Pour l'instant, c'est un truc de neuneux. En tout cas, c'est mon avis. Je pense que c'est neuneux. Alors, c'est le neuneux qui, là aussi, hein, comme l'histoire est cocasse, si vous voulez, parce que c'est tellement ridicule quand on l'explique. Si vous voulez, le coup du bioterrorisme, c'est du décollage total. D'accord. Donc, théoriquement, les Américains et les Russes avaient signé un protocole en 72, c'est Nixon qui avait dit ça pour dire on fait plus d'armes biologiques. Bon. Quand ils ferment le laboratoire qui faisait ça, qui était impeccable, un Fort Detrick, il y avait un ingénieur qui était là, qui s'appelait Lynch, qui part. Et au moment, en 2001, novembre, je crois, les gens commencent à ressortir la poudre avec du charbon. Le charbon avait été militarisé dans Fort Detrick. C'est très vite fait, on prend les souches. Moi, je connais le type qui a séquencé la souche. Il a séquencé en novembre-décembre. Donc, j'ai l'information directe. Ils ont comparé la souche à celle de Fort Detrick, c'est la même. Donc, les Américains savaient en décembre, mais que c'était leur souche. Ils ont su très rapidement que c'était Evans. Et Evans s'est suicidé. Il s'est suicidé, en tout cas, il est mort, de mort violente. Ouais. Peu de temps après, au moment où son procès allait commencer. L'hypothèse générale était qu'il était devenu fou et qu'il pétait les plans. À ce moment-là, il avait emporté des trucs charbon qui avaient été toute sa vie militarisés. Ça. Toujours est-il que vous avez vu les Américains se balader à l'ONU en présentant la petite fiole, bien sûr, la petite fiole, un truc en disant qu'il y avait
des silos entiers remplis de trucs. Moi, j'étais au ministère, après, pour cette question autour du terrorisme, et on me faisait passer des informations secrètes que la CIA savait qu'il y avait des silos entiers remplis de charbon, et donc en Irak, et à la fin, donc ce truc, comme dit Noam Chomsky en novembre 2002, les Américains avaient réussi le gouvernement américain à faire croire à 63% des Américains que les tours jumelles, c'était Saddam Hussein. C'était avec une petite fiole à l'ONU. Avec une fiole à l'ONU qui venait de Fort Detrick. Donc, mais de ce fait-là, comme les Américains, le gouvernement américain savait très bien qu'ils ne pouvaient pas le reconnaître, ils ont lancé, comme font les Américains, un financement absolument colossal sur le bioterrorisme, qui a eu des effets intéressants, en particulier les méthodes de PCR qu'a racheté Bioméryeux. C'était un truc qu'on avait testé sur les bestioles qu'on connaît, qui était censé au départ une valise qu'on balançait par parachute pour faire le test de toutes les bestioles de bioterrorisme. Ça a changé toute l'organisation P3, etc. Ça a encombré de manière absolument phénoménale, parce que la décision de dire qu'un microbe était un microbe de bioterrorisme ou pas, c'était juste une question d'influence du milieu, puisque si ça rentrait, on pouvait gagner beaucoup d'argent. C'était emmerdé pour pouvoir les manipuler, mais gagner énormément. Vous travaillez sur cette thématique, parce que vous avez fait une start-up sur un agent oui, sur les gaz toxiques, hein, c'est ça, contre les gaz. Non, mais la chimie, ça existe, ça a déjà existé. Hein. La microbiologie, on peut faire de bioterrorisme avec la microbiologie, il n'y a pas d'exemple de grande efficacité. Hein. Mais du coup, ça a déclenché toute une série de choses. Le problème, c'est que si vous réfléchissez 2 minutes, ce qui est compliqué, penser, c'est toujours un peu compliqué. Comment pouvez-vous déterminer qu'un virus, que vous allez changer quelque chose chez un virus qui va le rendre épidémique et mortel chez les humains? Pas de moyen de le savoir. À part le lâcher et voir ce que ça donne, c'est ça. Ah oui. Et encore, quand vous le lâchez, je vais vous dire, pour un truc vraiment sur lequel je continue à travailler énormément, parce que ça m'intéresse, et que les gens connaissent trop mal les génomes. Bon, donc c'est intéressant de continuer à travailler. Pour l'histoire du Covid, ce qui est très intéressant, qui est une des raisons pour lesquelles les gens de très bonne foi qui se sont trompés initialement, moi je n'avais pas d'opinion parce que je ne savais pas ce qui allait se passer. On avait d'abord des coronavirus qui étaient adaptés, voilà, on avait déjà 4 coronavirus endémiques, et on avait eu 2 épidémies qui avaient commencé, hein, qui c'était l'une qui est partie de Chine, probablement des chauves-souris aussi, qui s'est arrêtée toute seule. Il y a eu une bouffée épidémique, probablement par un mutant à Toronto, c'est tout, en dehors de cette épidémie-là qui est partie de Chine. Il y a eu une autre épidémie qui s'est passée avec des rebonds en Arabie Saoudite, avec une seule exportation en Corée, avec un virus qui est très proche, hein, qui était le SARS-1, et ça s'est arrêté. Une des raisons, maintenant, qu'on voit avec ce qui s'est passé pour le Covid, pourquoi le Covid s'est généralisé, c'est parce qu'il fait des variants. Pourquoi il fait des variants? C'est parce qu'en arrivant en Europe, mais pas en Chine, quand il est arrivé en Europe, il a une mutation dans la machinerie qui reproduit le virus. Et cette mutation dans la machinerie fait qu'il fait 100 fois plus d'erreurs qu'avant. Et donc les variants viennent de ces erreurs. Et donc ce virus-là avait une capacité à rebondir qui était quelque chose, et il y a une deuxième mutation, un spike, qui permettait de mieux adhérer aux cellules. Donc ça, la meilleure adhésion et la capacité à générer ce que nous on appelle des quasi-espèces différentes pour faire ce que l'on voit, les variants, c'était une spécificité qui était imprévue et qu'on n'avait jamais vue. Ça, c'était inventé ça. On ne peut pas inventer ça, on ne sait pas. Nous, on a regardé toutes les mutations, on a identifié 200 mutations hyper fertiles. C'est-à-dire 200 mutations qui ont plus de 800 descendants. D'accord. Dans ces 200 mutations, en dehors de celle-là, on pouvait imaginer, et encore on ne savait même pas qu'on pouvait toucher ce gène qui est si important, c'est le cœur, c'est le moteur même du virus. Hein. Mais les mutations, on voit, c'est inouï, y compris nous, quelque chose qu'on a appelé le mistigris. Il y a une des mutations qui a entraîné 3 épisodes épidémiques, qui est de détruire un des gènes. D'accord. Et comment vous trouvez un truc pareil? Donc, si vous voulez, il y a une espèce de folie à croire qu'on va faire ça, et que le modèle animal, en plus, va vous le prédire. Vous savez, vous pouvez infecter des milliers d'animaux, des milliers de machins, ça ne veut pas dire que vous allez faire une épidémie chez les humains. Les humains, c'est les humains. On ne le sait pas. On ne peut pas le savoir.
Donc, pourquoi on n'a pas eu d'épidémie monstrueuse avec tous les virus émergents qu'on a vu? On ne sait rien du tout. C'est extrêmement... Tout ça, notre niveau de connaissance ne permet pas ça. Mais est-ce que le Covid a permis un bond, justement, dans les connaissances? Est-ce que cette épidémie-là, ce virus-là, a permis un bond dans les connaissances ou de revoir un peu les connaissances qu'on avait sur les virus? Oui. Enfin, nous, oui. Voilà. Nous, on est en plein dedans, là. C'est-à-dire que il faut reconnaître que par rapport au... Moi, mon métier, ça a été de travailler sur des bactéries intracellulaires qui sont des trucs qui ont un mode de vie de virus tout en ayant une architecture interne de bactéries. Donc, j'ai toujours été à cheval sur les deux. Mais les virologues avaient un retard monstrueux par rapport aux bactériologies sur le génome. Hein. Il y a peut-être, je sais pas combien, 100 000, 200 000 génomes d'Escherichia coli. Il y a quelques centaines de la grippe. C'est ridicule. C'est tout petit, ça coûte rien de séquencer ça. Donc, il y a un retard. Et puis, il y a un retard conceptuel. Beaucoup des bêtises que vous avez entendues sont dues à un retard conceptuel qui est lié à la naissance même de l'idée des virus, qui est de penser que les virus sont des biomolécules uniques. Et ça, c'est pas vrai. Voilà. Et donc, il y a des gens qui ont du temps à perdre, qui font de la théologie des virus, qui disent les virus, c'est vivant, c'est pas vivant, ça, c'est correct, les virus changent sans arrêt. Et non seulement ça, mais maintenant, on pense de plus en plus que quand vous êtes infecté par plusieurs variants à la fois. Alors, c'est même pas une seule molécule. C'est plusieurs. Et c'est probablement ce qui explique pourquoi il y a, au cours des mêmes épidémies, il y a des formes cliniques qui sont différentes parce que les spécificités des récepteurs qui vont accueillir les virus, ça a été très bien démontré, ça, pour la rougeole, par exemple. Hein. Eh bien, si vous avez les 2 ou 3 formes qui sont capables, une de donner l'infection du poumon, l'autre une infection du foie, vous n'avez pas la même forme que si vous n'avez qu'essentiellement celle qui donne l'atteinte du poumon. Donc, le fait que quand vous avez une infection virale, vous n'êtes infecté que par un virus, est une idée probablement entièrement fausse. En particulier pour les virus ARN. On a l'impression que, c'est le principe de la science, hein, gérer l'incertitude, arriver avec de meilleurs outils à les voir. On en serait où dans l'histoire de la science si on compare ça à la géographie, par exemple, ou à l'astronomie Je sais pas, le vivant, c'est effroyablement plus complexe. Hein. C'est vivant. Le vivant, c'est une complexité. On serait au Moyen-Âge, à la Renaissance. On est, si vous voulez, le 21e siècle n'est pas un siècle médicamenteux. En tout cas, c'est ce que je crois. Nous, on avait pris comme principe que tous nos traitements standards n'étaient basés que sur des médicaments génériques. D'ailleurs, on a un peu des problèmes avec l'industrie pharmaceutique. Parce qu'on pense que ça sert à rien. Les autres ne servent à rien et on n'en connaît pas vraiment la toxicité et les inconvénients. Donc, on avait décidé ici de ne faire depuis bien longtemps, de ne faire aucune expérimentation des médicaments. On ne fait pas. Et en particulier, nous, on avait créé un comité d'éthique spécifique, y compris pour les conflits d'intérêts, avant que la loi, qui n'est pas appliquée, fasse que l'on doit déclarer ses conflits d'intérêts à chaque fois que l'on présente quelque chose. Et donc, on avait ça et on a fait ensuite un comité de déontologie qui est très important parce que le comité national d'éthique, là aussi, s'est soumis de la même manière à des contraintes réglementaires plutôt que de rester à son rôle, qui est de dire ce qui est moral et ce qui ne l'est pas. C'est l'éthique, c'est ça. C'est ça, bien sûr. Et on a vu des manquements terribles sur le traitement des humains. Et puis même avec la vaccination, on est parti sur de l'expérimentation, sur quelque chose dont on ne connaissait pas la sécurité, parce que c'est impossible à déterminer, en particulier la sécurité au-delà de 4 mois. C'était impossible à déterminer, et de vacciner des gens qui n'avaient aucune raison d'être vaccinés avec ça, et de les obliger par des contraintes indirectes, c'est quelque chose qui est de l'expérimentation sauvage. Ça, c'est une expérimentation. Ouais, d'ailleurs, c'est tout le nœud du problème. C'est ce combat entre faire avec ce qu'on a et puis essayer. Est-ce que, justement, là, le rôle des labos, je pense à Pfizer, multicondamné, a vu une opportunité exceptionnelle pour gagner plusieurs années sur la technologie ARN, sur le fait de dire, effectivement, le futur des médicaments, il est derrière nous. Maintenant, on va être sur ce type de technologie et donc il faut la faire entrer dans la société de manière tonitruante. Si vous voulez, c'est vrai que il y a une question très difficile, c'est que comment on avance, si vous voulez,
dans des technologies qui sont inconnues. Moi, ce que je trouve raisonnable, c'est de faire des expérimentations dans des situations compassionnelles. C'est-à-dire dans des situations dans lesquelles vous savez que les gens vont mourir si vous ne faites pas quelque chose, alors vous avez le droit d'expérimenter moralement tout ce que vous pouvez, à condition d'être transparent, de le dire aux patients. Ça, c'est acceptable. De faire les premières alors que vous avez une alternative, ce qui est probablement une des raisons pour lesquelles il y a eu un tel déchaînement contre les médicaments alternatifs, les thérapeutiques classiques. Ça, théoriquement, c'est même interdit par la loi aux États-Unis. Vous n'avez pas le droit de chanter toute l'évaluation d'un vaccin s'il existe une thérapeutique. Donc, il y avait une vraie question. Donc, à la fin, je dis, écoutez, s'il y a une population, les plus de 75 ans, quand ils ont plus maintenant, parce que la mortalité est beaucoup plus faible avec ces variants actuels, et au départ, la mortalité est assez importante, que vous preniez le pari de ce vaccin dont on sait que dans les 2 mois ou dans les 3 mois qui viennent, il ne fait pas de dégâts significatifs, il n'y a pas 1% de dégâts significatifs, le jeu en vaut la peine. De là, vacciner les enfants, c'est une opération sur laquelle il n'y a pas de mort du tout. Alors tout ça, mais il y a dedans, mais encore une fois, je pense que c'est beaucoup lié à ce sentiment que tout ça est digitalisable, transformable en programme. Moi, je dis souvent, je fais partie des gens sur qui j'ai changé d'opinion. Quand j'ai écrit mon rapport, Bill Gates était le seul à payer des vaccins de base pour l'Afrique. Je trouvais que ce qu'il avait, c'était bien. Et puis ensuite, je sais pas, il a dû se prendre pour Dieu, il a dû péter un câble, parce que moi, je connaissais bien son conseiller sur le plan économique, par moi, qui s'appelle Friedman. Et quand Bill Gates avait parlé à Davos des épidémies, j'ai écrit à ma compagne, il est devenu fou, il a pété un câble, ce qui s'est passé. Et il me disait exactement ce qu'il fait. Une épidémie, il faudra faire un vaccin en 6 mois. Voilà. Et donc, je dis, mais on ne fait pas un vaccin en 6 mois, on ne sait pas. On ne sait pas. Bah, ils l'ont fait. Oui, ils l'ont fait avec les résultats qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il y avait, et du coup, lui, il croyait vraiment, je le croyais vraiment, parce que, non, mais il a fait une catastrophe aussi qui est longue à expliquer pour la poliomyélite. Il a fait un désastre, c'est un désastre épouvantable, dont on n'arrivera pas à sortir, je sais pas. Moi, je pense qu'il faut être fou pour mettre un virus, quand il y a très très peu de cas. Maintenant, il y a 100 fois plus de cas dans le monde de poliomyélite vaccinale que de poliomyélite naturelle. Il y a à peu près 8 versus 800. C'est une explosion, en fait. Oui, pour lequel leur lutte est encore de faire des vaccins vivants. Il faut arrêter les vaccins vivants. Dans les pays européens, on a éradiqué la poliomyélite avec des vaccins inactivés. Il faut arrêter les vaccins vivants, parce que vous mettez un vaccin vivant qui se retrouve avec quelques milliards de vaccins qui sont extrêmement proches de lui, le nombre d'échanges génétiques qui se produisent, c'est hallucinant. Ça, c'est pas un laboratoire, ça, c'est les humains. C'est comme les chauves-souris. La capacité de variabilité dans une population de chauves-souris ou dans un intestin humain, c'est monstrueux. On parlait des médecins en introduction, sur le rôle. Est-ce qu'un médecin, c'est quelqu'un qui soigne? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas plus de savants fous que de médecins? Non, je crois pas. Je pense, vous savez, je crois que les savants, je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de savants. Il y a beaucoup de médecins. Le problème des médecins, c'est que les médecins, ils ont la tendance, je vous assure, il y a 2 éléments clés dans l'évolution de notre société. La tertiarisation, y compris les médecins. Il y a la partie administrative pour les médecins, la partie contrôle, la partie menace. L'ordre des médecins, on l'a vu. L'ordre des médecins a été devenu, avant, l'ordre des médecins, ça a réglé les problèmes fraternels. Là, c'est devenu un bras armé du pouvoir. C'était pas fait pour ça. Donc, il y a des menaces sans arrêt sur les médecins s'ils n'obéissent pas, si vous voulez. Des menaces administratives très importantes. Avec des injonctions qui leur passent même par-dessus la tête. Parce que maintenant, vous voyez, le nouveau DGS, pour l'instant, il n'a pas manifesté de nouvelles velléités de cette, mais Salomon, il disait maintenant aux parents directement, écoutez, vous devez donner ça, vous ne devez pas donner ça, vous devez donner ci, en chantant complètement le médecin, si vous voulez. Et donc, les médecins sont dans une situation dans laquelle ils ont un nombre d'obligations administratives considérables,
sont menacés, puis les temps ont changé, c'est-à-dire que ça, c'est moins, on a l'impression que c'est moins une vocation dans laquelle, je sais pas si vous regardez ce qu'étaient nos horaires, ou ce qu'ont été mes horaires pendant toute ma vie, et si vous regardez ce qui est tolérable chez quelqu'un qui a 40 ans maintenant, vous savez, on a l'impression que c'est pas dans le même monde. Donc, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et ensuite, l'idée d'enlever la partie artisanale, ce qui est le vrai objectif du ministère qui dit, d'ailleurs, il faut enlever le côté artisanal de la médecine, ce qui est impossible. Ça veut dire que la responsabilité individuelle est une chose qui, petit à petit, disparaît, et puis on leur dit, alors, vous devez plus faire que ce qui est evidence-based, vous devez... Voilà. Et donc, on est en train de transformer... Il y a toujours une balance dans la médecine entre l'expérience, l'intuition et la connaissance. La connaissance est très mal organisée en France. Quand elle est organisée, les mises à jour sont organisées par l'industrie pharmaceutique. C'est délirant, cette histoire. C'est les gens qui viennent faire la publicité, qui font la formation continue. C'est un truc qui est terrifiant. Et donc, mais c'est un phénomène général dans lequel on n'est pas les plus mauvais élèves de la classe, on est dans un peu longtemps de tête, mais les pires, c'est aux États-Unis. C'est eux qui ont la plus grande industrie pharmaceutique, c'est eux qui mettent le plus d'argent au monde dans la santé, par tête, et ils ont une espérance de vie qui n'arrête pas de se casser la figure, quand même. Épidémie de diabète, épidémie des opiacés, obésité. Le diabète, il n'y a personne. Et la manière, moi, j'adore voir comment les gens trichent. Regardez chez nous, alors ça va me faire des amis encore en santé publique. Mais regardez, en réalité, le problème de l'obésité, c'est le sucre. Point final. Bon, c'est le sucre. On a essayé de faire quoi? Bon, les Amériques, c'était le boisson, c'est le sucre. Eh bien, plutôt que de mettre en gros, voilà, combien il y a de sucre ajouté. Parce que quand même, le sucre ajouté, comme manger les petits pois, les maïs, on veut leur rajouter du sucre dedans. Alors, vous ne saviez pas que c'était un dessert. Vous pensiez que c'était des légumes. Pas du tout, c'est un dessert. Et s'il n'y a pas de sucre, vous ne mangez pas. Donc, ils vous rajoutent du sucre et du sel parce que ça ouvre l'appétit. Voilà. Donc, plutôt que de mettre ça, bon, attention, ils ont inventé leur Nutri-Score. Alors, je vais vous donner une anecdote sur le Nutri-Score. J'ai découvert ça, j'étais mort de rire. C'est trop beau. Des fois, je savais bien que ce Nutri-Score, c'était un truc pour me couillonner, si vous voulez. J'aime bien le voir. Dans le Nutri-Score, moi, j'aime bien l'eau parfumée au citron. Donc, je regarde, et moi, je regarde s'il y a du sucre dedans. Donc, parce que j'ai vu qu'ils mettaient du sucre dans l'eau, ce que je trouve être une folie de mettre du sucre dans l'eau. Donc, je cherche, et donc, il y a des bouteilles d'eau avec du citron et de l'acide citrique, qui est l'extrait de citron, et de l'eau avec du citron, de l'acide citrique, et du sucre. D'accord? Eh bien, ils ont le même Nutri-Score qui est B. Pourquoi est-ce que l'eau avec du citron, c'est un Nutri-Score B et pas A? Alors, pourquoi? Parce qu'ils trichent. Ah oui, ils ont juste mis comme ça, mais il n'y a pas de réglementation. Ils ont dû dire, parce qu'il y a quelque chose d'ajouté, je ne sais pas. Ou alors c'est il n'y a pas de glucides, il n'y a pas de lipides, il n'y a pas de protéines. Qu'est-ce que c'est qui est mauvais là-dedans? C'est fascinant, non? À propos du modèle américain, enfin qui est devenu le modèle dominant, c'est la prise de contrôle par les sociétés de pharmacie, enfin les Pfizer et les autres géants de la pharma. L'idée étant d'avoir que des gens avec des pathologies, pour pouvoir les soigner avec des trucs, ou du moins les maintenir dans une pathologie. C'est sûr que les pathologies chroniques, c'est ce qui est rentable. Et vous parliez de cette tertiarisation. On voit bien que dans la recherche aussi, pharmacologique, tout est modélisation maintenant. L'idée, c'est de tout passer par le numérique, la modélisation, et ne pas faire de recherche réelle. Le rachat de start-up aussi, le succès de Pfizer, c'est d'avoir un trésor de guerre et d'acheter de jeunes start-up qui vont leur permettre d'avoir... Toutes les grosses industries. Et est-ce qu'il y a une parade face à ça, des limites qu'on peut poser? Est-ce que les pouvoirs publics sont complètement dépassés? Moi, je suis assez... je suis pas pessimiste, je suis observateur. Je pense qu'on est on est en phase d'un bascule du monde. On voit bien. Donc, nous, notre modèle, il est épuisé. J'imagine pas que l'on puisse mettre fin, nous, à notre propre modèle. Il est épuisé. On voit bien que la bascule est en train de se faire vers les BRICS, qui eux vont pas faire la chimie pour
faire les médicaments, faire des outils, réintroduiront sûrement chacun à leur manière des médecines traditionnelles qui ont fait aussi leur preuve depuis des centaines d'années, et que si ça soulage les gens, ça soulage les gens. Le Kerala, maintenant, a une espérance de vie comparable à celle des États-Unis. Le Kerala, j'y suis allé. Ils font des massages, ils vous donnent pas des cochonneries à bouffer du matin au soir. Donc, si vous voulez, faut se poser des vraies questions basées sur des données qui soient des données analysables. Et donc, on sait, ça c'est l'OCDE, c'est le cœur même de l'Occident qui dit ça, hein, à partir de 10 000, à partir d'un PIB de 20 000 $ par tête d'habitant, il n'y a plus de gain d'espérance de vie. À partir de 10 000 $ de dépenses, les dépenses de santé, il n'y a plus de gain d'espérance de vie. Et au contraire, là, ce qu'on voit là depuis quelques années, c'est une régression, c'est-à-dire on a un effet inverse. Plus il y a d'argent, plus l'espérance de vie diminue. C'est quand même c'est un modèle ce que d'ailleurs ne nous disent pas les responsables politiques sur la réforme des retraites en disant que l'espérance de vie ne fait qu'augmenter, ce qui est faux puisqu'il y a un plateau et puis ça diminue. Ouais. Mais les BRICS c'est important. Vous êtes né à Dakar en plus, hein, c'est bien l'Afrique de par parcours personnel. Vous étiez au Sénégal récemment, décoré par Macky Sall. Comment vous voyez le changement là-bas? Si vous voulez, il s'est passé quelque chose. Alors, plus que moi, je comprends, que je vois beaucoup pour la France. Hein. Les Africains ont jamais beaucoup aimé les Américains. C'est un truc, jamais été très, parce qu'ils ont eu conscience qu'il y avait une espèce de racisme intrinsèque dans cette société qui fait que ça passe assez mal. Nous, on avait des liens dans un certain nombre de pays qui étaient des liens qui étaient pérennes. Après, la politique, on ne peut pas faire à la fois l'Europe et le Commonwealth. Les Anglais ont bien compris ça. S'ils sont sortis de l'Europe, c'est soit l'Europe, soit le Commonwealth. C'est pas compatible. En réalité, c'est une bêtise. Je sais pas pourquoi ils sont rentrés en Europe. Ils avaient, moi, j'aurais préféré qu'on fasse un Commonwealth à la française, si vous voulez, avec tous les francophones. Et je trouve que ça représenterait une puissance et une alternative tout à fait considérable. Parce que là, on est un petit bout d'un truc qu'on maîtrise mal, qui n'est pas notre vraie histoire. Moi, j'ai l'habitude de m'intéresser aux faits. L'Europe, si on n'a pas réussi à avoir une langue commune, à parler la même langue qui est plutôt la langue du seul pays du voisinage qui n'est pas dans l'Europe, c'est un problème quand même. Donc, parce que quand même, l'unification, elle se fait par la langue. On commence par ça. C'est la langue qui détermine la culture. On commence par ça. Donc, c'est pas la monnaie qui fait qu'on est le même pays, c'est la langue. Hein. Donc, donc je vois bien de manière, les choses remuent dans un peu tous les sens. Alors, on est à une période de tremblement qui amène à un changement important. En plus, moi, je crois, à cause de la tertiarisation, je crois à la disparition de toutes les civilisations urbaines régulières. Donc, je pense que toutes les civilisations urbaines disparaissent au bout d'un moment, probablement à cause de l'étouffement. Oui, une hypertrophie. Puis l'absence d'autonomie, c'est gros, moi c'est autonome, parce qu'il faut tout importer. Donc quand il faut tout importer, on est d'une faiblesse terrible. Donc je pense que aussi loin qu'on remonte, toutes les civilisations urbaines sont toujours cassées à la figure. C'est juste une question de temps. Quoi. Donc là, c'est un rééquilibrage avec les BRICS qui vont prendre la suite, vous pensez, puisqu'il y a la jeunesse. Je sais pas. Ce qui est vrai, c'est que le continent le plus dynamique, manifestement, c'est l'Afrique, qui a une réserve de population et de jeunesse qui est tout à fait spectaculaire, qui a une augmentation très régulière, là aussi, de l'espérance de vie. Je vous dis quand même, quand vous voyez que l'espérance de vie au Maghreb est supérieure à celle des États-Unis, il faut réfléchir un peu. Il y a une réflexion à faire. Si on réfléchit pas là, on ne réfléchira jamais. Hein. Donc, il se passe quand même là un mouvement qui est extrêmement important, avec une dynamique, des gens qui savent encore faire quelque chose, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous devenus des habitants de bureaux, font encore quelque chose. Donc, en tout cas, ce qui est vrai, c'est que en cas de crise majeure,
la capacité à survivre dans une petite ville africaine sera plus importante que dans le cœur de Paris. Hein. Ça, c'est sûr. C'est assez clair. Hein. Oui, l'habitude à vivre en autonomie, dans les choses. Oui, et puis savoir faire plus d'une chose, c'est important. Les gens, vous voyez ce qu'ils font quand l'Afrique ils arrivent à faire avec les voitures, c'est extraordinaire. Ils arrachent tout l'électronique et puis ils font marcher. Est-ce que nous, si vous n'avez pas, il faut acheter une voiture. Il faut acheter une voiture électrique, attention. Mais justement, à propos de cette finitude des sociétés occidentales et surtout celle de la ville, vous êtes très attaché à Marseille. Comment vous avez vécu les dernières scènes d'émeutes là récemment? Écoutez, je pense que il faut faire attention, en particulier dans les situations de tension de cette nature-là. C'est de l'amadou. Faut pas jeter une allumette là-dessus. C'est vite fait de foutre le feu. On a des forces de police qui sont mobilisées en permanence depuis 3 ans. Maintenant, ils sont habillés. Moi, quand j'ai connu la police, il y avait une képi et puis une veste. Quoi. Maintenant, on dirait qu'ils sortent de Star Wars. Qu'est-ce que c'est donc, l'idée qu'on est dans un état de guerre, elle est donnée par l'État. Donc l'État a transformé le policier en espèce de super guerrier. Ils sont tous, même quand ils ont acheté cacahuètes, ils ont les armes de tous les côtés, j'ai par balle. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Quand même, on ne tue pas des policiers tous les jours dans ce pays. Ça n'arrive pas. Donc, qu'est-ce que c'est que cette espèce de surenchère, si vous voulez? Et les choses ont une signification. Quand vous avez des retraités qui manifestent et que vous leur envoyez des types qui on dirait l'armée de la guerre des étoiles, enfin, c'est surréaliste. Donc, moi, je pense, oui, si j'avais donné un conseil au prochain président de la République, c'est arrêter les policiers, il faut les remettre dans des habits normaux. Enfin, ils font pas la guerre à la population. Donc, quand vous avez des policiers à qui vous dites de faire la guerre à la population, ou que il faut entendre, là aussi, quand au niveau de l'ONU, la France est condamnée pour les brutalités policières, contre des gens qui sont âgés, qui veulent pas partir à 65 ans, parce qu'ils ont 60 ans, vous savez, tout ça est disproportionné. Donc, vous pouvez pas faire monter la tension, c'est pas fait pour ça. Nous, les policiers ont été merveilleux avec nous, ils nous ont aidés, on n'aurait jamais pu gérer ça si vous n'avez pas aidé à ranger, à faire passer au début, avant qu'on arrive à faire face à cette demande phénoménale. On avait jusqu'à 3000 personnes qui venaient ici dans le jour pour se faire tester. Heureusement qu'on avait les pompiers et les policiers pour nous aider. Mais ils étaient dans leur rôle, qui est celui d'aider la population. Pas dans leur rôle qui est de taper sur la population. Faut sortir ça. Hein. Donc, que ça arrive de temps en temps dans les débordements, c'est une fois entendu, mais on ne peut pas considérer a priori que chaque manifestation de trucs, ça va se terminer avec des agressions de policiers, et que donc il faut les armer, et envoyer des tanks contre les trucs. Donc il y a une atmosphère de guerre qui est donnée là, qui est dangereuse. Et puis l'autre chose, c'est que encore une fois, il faut faire attention. Les équilibres sont très fragiles. L'équilibre, y compris celui de la vente de marijuana dans les quartiers, ça fait partie d'un certain équilibre pour lequel l'État n'a rien à dire, parce que quand même le plus gros trafiquant de drogue, c'est l'État. C'est le tabac, c'est le trafiquant de drogue, tous les opiacés, c'est de la drogue. Donc tant que c'est pas l'État, c'est de la drogue, et quand c'est l'État, c'est de la drogue, c'est des ressources. Donc si ça permet ça d'avoir un équilibre avec dans des situations qui sont complexes, il faut faire attention avant de se jeter dans les seins. Il faut faire attention. Donc tout ça, moi j'avais eu c'est une situation qui m'avait surprise, et puis je comprenais ce qu'il y avait, un maire décédé de 2 quartiers, des quartiers nord de Marseille, qui était venu me voir, qui m'a dit, c'est juste embêté parce que ils ont sécurisé le port. Maintenant, depuis qu'ils ont sécurisé le port, les types qui venaient régulièrement voler un porte-container, et ça faisait ce qu'on appelle à Marseille le tomber du camion sur les marchés, et ça nourrissait le quartier pendant 3 semaines. Maintenant, vous avez fermé ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir plus de criminalité ou plus de trucs. Donc, les sociétés, c'est des équilibres complexes. Voilà. Donc, il faut des gens qui soient malins pour gérer ces choses-là, qui soient à droit. Ça s'improvise pas. Voilà. Et donc, sinon, au bout d'un moment, on fait monter la tension, et
et on risque des catastrophes. Donc il faut être prudent, il faut se calmer, il ne faut pas inventer un truc tous les jours, ça c'est ce que je pense. Voilà, et donc sinon il se passe des tensions qui sont considérables, et après les policiers sont pris entre deux feux, hein. On leur demande des choses, d'avoir des comportements et des vêtements qui témoignent d'une agressivité. C'est la manière de les habiller, c'est ouais. Qui sont en guerre. Oui, mais les chars, enfin. C'est les guerriers, quoi. Ils font la guerre. Là, on voit la grève des policiers suite à la oui, parce qu'ils ont c'est là comment on peut faire. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Eux, moi, quand ils étaient ici, ils étaient heureux, tout le monde les aimait, tout le monde leur disait merci. Et il y avait ici, bien sûr, autant de les quartiers nord que des sud que du centre. Hein. Personne n'avait rien contre les policiers qui aidaient à faire qu'il y ait des lignes qui ne débordent pas, que les gens ne se passent pas devant les uns les autres en se disputant. Tout le monde était heureux et content d'eux. Ils faisaient leur métier. On va terminer. Certains vous accusent de faire du populisme scientifique. Or, quand on vous écoute, on voit bien que vous êtes plutôt du côté de la complexité, justement, à expliquer que les sociétés comme les virus sont des systèmes complexes et donc c'est inutile de faire de la simplification. Vous dites en ce moment que c'est vous les gentils dans cette défense face à la calomnie. Qui sont les méchants alors? Écoutez, moi je crois, encore une fois, c'est pour ça qu'il faut revenir, c'est un point très important, il faut revenir à ce qui est l'éthique médicale et scientifique, parce que c'est un point très important. L'éthique médicale et scientifique, l'éthique médicale, c'est la bienveillance et la transparence. C'est ça. Nous, on a un très grand éthicien ici, un vrai philosophe, qui était président du conseil scientifique, comité national d'éthique, au moment où il y avait une bonne équipe qui a commencé, c'est quand il y avait Sicard, et puis lui, au conseil scientifique, c'est des gens qui savaient ce qu'était l'éthique et qui avaient une vision morale, avec des interrogations morales, ce qui est naturel. Voilà. Donc ça, c'est la médecine. Donc la médecine, on a un devoir de soigner les gens, de les aider, et d'être bienveillant. Voilà. Et de ne pas jouer à zone. Voilà. C'est ça. Et l'essentiel, le serment d'Hippocrate, c'est celui-là, on a une obligation de soin. On doit faire quelque chose, pas de résultat. Et on a une obligation d'essayer de faire quelque chose. Ce qui est une des choses qui a été brisée là, quand vous aviez le DGS qui disait n'allez pas voir votre médecin, ou le médecin ne recevait pas les gens. Donc on a brisé une chose qui est essentielle, qui est le médecin doit soulager son malade, voir en tout cas ce qu'on parlant. Ça, c'est une première chose. Sur le deuxième point sur l'éthique, c'est le problème de la recherche médicale. Dans la recherche médicale, il y a deux choses très distinctes. Il y a la recherche thérapeutique et la recherche d'investigation. Dans la recherche d'investigation, la recherche thérapeutique, elle peut être faite soit avec des produits nouveaux, auquel cas, de toute manière, c'est entièrement et exclusivement dominé par l'industrie pharmaceutique. Donc l'industrie pharmaceutique écrit le protocole, vous ne pouvez pas en sortir, et les gens qui servent à ça en réalité disent qu'ils font de la recherche, surtout sur le papier, mais ils ne font pas de la recherche, ils filent les malades. D'accord. Vous envoyez tout à l'industrie pharmaceutique, qui les analyse, qui ne sort que ce qu'elle veut, parce qu'il faut qu'il y ait vraiment une procédure pour pouvoir leur faire dire, leur faire rendre la totalité des données qu'ils avaient. On le sait, les gens parlent de complotisme, on sait qu'ils ont caché le fait que c'était mortel, ce truc, 60 000 morts. Personne n'est allé en prison. Il y a des des amendes, mais ça continue, ce qui sont une toute petite partie de leurs bénéfices, c'est grave. Donc, tout ça, on le sait, et si vous voulez faire, comme il n'y a pas de structure mise en place pour pouvoir faire de la recherche sur les molécules anciennes, c'est extrêmement difficile de faire de la recherche sur les molécules anciennes, puisque personne ne va payer pour ça, et l'État ne va pas payer pour ça. Donc, non seulement ça, mais la France a une situation particulière pour ça, puisqu'on est un des pays qui utilise le moins les génériques, des pays modernes, et que, d'autre part, il y a, ce qui explique en partie la crise des médicaments actuels, c'est que chaque année, l'ANSM essaie de diminuer le prix des génériques, alors que le prix des nouveaux médicaments qui font la même chose explose. Ouais. Donc on est dans un système qui est perverti. C'est ce que vous disiez tout à l'heure sur la logique capitaliste de l'obsolescence.
Exactement, exactement. Mais on essaie de rendre obsolescents des médicaments qui n'en sont pas. Des médicaments qui ne sont pas obsolescents. Peu importe. Ça, c'est une chose qui est, et ensuite, basé sur des expérimentations thérapeutiques, du capitaine et puis je ne sais quoi, il y a une autorisation de mise sur le marché sur un certain nombre d'indications. De l'autre côté, il y a la recherche scientifique qui n'est pas thérapeutique. Cette recherche scientifique, elle peut se faire sur, je sais pas quoi, de la radiologie, elle peut se faire sur... Nous, ce qu'on fait, c'est ce qu'on cherche, c'est on cherche les microbes dans un certain nombre de prélèvements. Alors, c'est ce qui a fait que les gens connaissent très mal la loi en général, parce que dans tous ces gens, ils connaissent pas plus la loi que la médecine, que la recherche. Ils connaissent rien du tout. Hein. Quand ils ont fait de l'administration, tout ce qu'ils connaissent, c'est qu'ils croient. La plupart de ces gens, la plupart des administratifs de haut niveau que j'ai rencontrés dans la vie, pensent que ce qu'ils pensent, c'est la loi. C'est un truc qui est terrible. C'est affreux. Quand j'ai été président d'université, quand mon administration me disait ça, je disais, sortez-moi le texte de loi. Puis après, je demandais à un avocat, parce que les avocats connaissent la loi. On me dit, moi, l'avocat spécialisé, l'avocat administratif, dit, moi, c'est la loi. Je dis, non, pas du tout, ça, c'est son opinion. D'accord. Et vous ne pouvez pas imaginer, ces gens croient connaître la loi. Et quand ils ont une licence de droit, ils se prennent pour des juristes. Hein. Donc, c'est un vrai problème, ça, le fait que l'autorité administrative pense qu'elle a à la fois une autorité administrative, scientifique, médicale et juridique. Mais c'est pas vrai. Elle a juste l'autorité, mais elle n'a pas le savoir. C'est autre chose. C'est un problème. Ouais. Voilà. Et donc, là, depuis effectivement 2 ans, on est persécuté parce qu'il y a une dingue qui s'appelle Elisabeth Bick qui a fait, c'est souvent comme ça, hein, c'est les gens qui échouent dans leur carrière, et malheureusement, elle a échoué dans sa carrière en travaillant sur le microbiote digestif. En plus, elle a été plus ou moins s'est retrouvée dans une start-up sur laquelle il y a eu une investigation par le FBI parce qu'il y avait des choses qui sont indicibles. Et donc, elle conserve une amertume. Donc, comme nous, on est numéro 1 sur le microbiote digestif, effectivement, on devient une cible pour les gens qui ont raté leur carrière. Et donc, depuis, elle a un fanatisme de l'éthique de la crotte, si vous voulez, qui est ridicule. Alors, bon, au début, je dis, elle est complètement folle, c'est cette histoire de crotte. Parce qu'il y a quelque chose qui est très très ancien, qui date du droit romain, qui est les déchets n'appartiennent à personne. C'est le droit romain. Et ça a été renouvelé à plusieurs reprises, y compris en France en 1976, parce qu'il y avait, se posait la question, les gens qui ramassaient les poubelles étaient furieux parce que les gitans ramassaient les métaux dans les poubelles. Et donc il y a eu en 1976 qui ont dit non, si c'est dans les poubelles, ça appartient à personne. Vous ne pouvez pas avoir le monopole de ce qu'il y a dans les poubelles. Donc, s'il le prend entre le moment où quelqu'un décide d'abandonner quelque chose, ça n'appartient plus à personne. Après, si c'est dans votre décharge publique, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, mais entre le moment où quelqu'un a décidé d'abandonner quelque chose et le moment où la propriété en est acquise par quelqu'un d'autre, ça appartient à personne. Et c'est la même chose pour les déchets humains. C'est pareil. C'est-à-dire que les crottes, l'urine, les crachats, et y compris même les prises de sang quand il y a un reste de tube que vous allez mettre à la poubelle. Donc tout ce qu'il y a pour destination de partir à l'égout ou à la poubelle, ça n'appartient plus à personne. Et ça, c'est la loi. Et d'ailleurs, il n'y a rien du tout dans ceux qui essaient de faire un consensus sur l'éthique, qui est la déclaration d'Helsinki. Il n'y a rien du tout sur les déchets. C'est le sénateur Alain Cooper qui avait posé la question. Tout à fait. Il a posé la question, oui, sur les déchets, et le ministre, qui cette fois-là a consulté ces juristes, des vrais juristes, a dit, mais attendez, les déchets, c'est des choses. C'est pas de la recherche médicale. Qui est l'inverse ça fait 60% de trucs de pire, de choses pour lesquelles on était harcelés par la mermique. J'espère que moi, je portais plein de coups de j'espère qu'on va réussir à attraper un moment. Parce que comme diffamation, ça a pris un tour absolument extraordinaire. Ils ont écrit à 80 éditeurs en disant qu'on trichait, qu'on n'avait pas de comité d'éthique pour les crottes, et les crachats et les trucs. On a même vu, nous, débarquer ici pour une perquisition des gens sur la foi du rapport de l'IGAS parmi les 7 études qui ont projeté, il y en avait 3 qui portaient sur de la salive, des crachats. Donc faut revenir à la loi, là. Hein? C'est à ce point-là, la campagne. C'est à ce point-là. Donc, il faut voir. Moi, je reconnais que j'aurais certainement je sais pas, j'essaierai de m'empêcher d'avoir un éclat de rire si un jour j'ai besoin de justifier dans un tribunal, de dire, c'est des crachats.
Des crachats, je sais pas, c'est pas des prélèvements agressifs. Et puis, c'est rare, en plus, les gens qui vous donnent des crachats, ils sont sur le table, vous donnent des crachats, c'est un don. Donc, non, mais c'est fantastique, si vous voulez. Donc, c'est des fous. Donc, les gens, il y a une partie des gens qui se sont attaqués à l'éthique, si vous voulez, qui sont devenus, qui n'ayant rien d'autre à faire que qui devrait se préoccuper d'une vraie chose. Dans la déclaration d'Helsinki, il y a quelque chose, nous, qui est une des raisons pour lesquelles on a refusé les essais thérapeutiques, c'est que vous devez dire à votre malade, je gagne de l'argent, si vous le dites oui. Vous devez lui dire. Alors, vous ne faites pas d'essais thérapeutiques sans gagner quelque chose. C'est pas rien. Vous gagnez quelque chose, soit vous gagnez un voyage, soit vous gagnez un congrès, soit on vous paye directement. Et personne ne le fait. Et moi, je me suis renseigné. La France, je me renseigne avant de parler. Parce que j'ai un ami qui est président d'un comité de protection des personnes, que moi j'ai vu ce qu'on nous demandait pour le comité de personnes. Il n'y a jamais le comité des personnes me dit, vous devez dire sur la fiche que vous rendez à votre malade, si vous acceptez, je gagne de l'argent, si vous refusez, je ne gagne pas cet argent. Vous devez le dire. Il y en a, ça n'est jamais mentionné. Ouais. Jamais. Bah c'est les conflits d'intérêts qui sont jamais mentionnés en plateau télé. Oui, mais là c'est pire que c'est le contrat moral que vous avez. Vous parlez de la médecine avec le malade en disant mais on n'est pas deux, on est trois. D'accord. Donc si vous dites oui, ça m'intéresse parce que je vais gagner de l'argent. D'accord. Aux États-Unis, c'était pire. Ils ont arrêté maintenant. Les médecins étaient payés par l'État s'ils prescrivaient ou par l'industrie pharmaceutique indirectement, même après les essais thérapeutiques. Ils étaient payés s'ils prescrivaient tel ou tel médicament qui ont des coûts extravagants. Donc quand vous donnez des traitements à $20 000 par mois, l'industrie vous faisait une ristourne de $2 000 directement. Ouais, c'est rapide. Donc il y a ça, c'est un problème moral. D'accord. Donc je pense que dans la pratique médicale et dans la pratique de la recherche, il y a des problèmes moraux. Ça, c'est un problème moral. Après, les conflits d'intérêts par l'industrie pharmaceutique, ils ont pris un tel niveau que je dis que tout le monde est plongé dedans. Si vous regardez entre les financements de Bill Gates et l'industrie pharmaceutique, nos plus grands journaux et nos plus grandes télévisions retrouvent tous des sommes considérables. Le monde reçoit les différents trucs du monde. On a reçu 1 million de Bill Gates. Pas dire du mal de Bill Gates. Par contre, il dit beaucoup de mal de vous. Je donnerais non plus. L'IHU n'a pas assez investi dans le monde. Et donc, pareil, si vous regardez, je sais pas, je me souviens plus des chiffres, mais on parle de milliards, les financements directs, aussi bien des sociétés savantes que des journaux, des médias, et y compris les plus grands journaux scientifiques, c'est les premières cibles, ceux qui ont le plus, ou qui avaient, parce que on ne peut pas jouer tout le temps avec le feu, qui avaient le plus de crédibilité, étaient la première cible, bien sûr, de l'industrie pharmaceutique. Oui. Donc, c'est extraordinaire quand même, les quatre derniers rédacteurs en chef du New England Journal of Medicine, il y en a 3 qui ont écrit un livre en disant ce qu'on fait comme métier dégueulasse, c'est le New England. Oui, c'est marketing en fait, c'est un journal de pub. C'est un journal marketing. Ouais. Moi, je suis d'ailleurs pour la séparation des journaux qui font effectivement des essais thérapeutiques et les autres, parce que c'est pas le même monde. C'est des mondes qui sont différents, qui doivent être distincts. Et qui entraînent effectivement, pour la question que vous posiez tout à l'heure, c'est que si ça c'est la solution de facilité, les gens ont l'impression de faire la recherche parce qu'ils se sont retrouvés à 45 dans un papier du New England ou du JAMA ou du Lancet. Ça leur fait une épreuve de titre pour avoir passé les différentes étapes universitaires sans jamais avoir fait de recherche. Et c'est la solution de facilité. Tandis que s'il faut aller chercher de l'argent, par ailleurs, en maladie infectieuse, moi, j'avais essayé de faire un truc qu'ils essaient de détruire ici, parce que ils savent plus comment s'y faire pour détruire dans tout le sud. Moi, j'ai inventé, d'une certaine manière, la mixité entre la microbiologie et la maladie infectieuse. Pour moi, les maladies infectieuses n'existent pas si on n'a pas la maîtrise de la microbiologie. Bien alors, on sert de petites mains à l'industrie pharmaceutique. Il n'y a pas d'autre choix. Et donc, l'idée, c'est, comme les cardiologues ont leur instrument, avant que les cardiologues aient les instruments, il n'y avait pas de spécialité cardiologique. Moi, j'arrivais avant ces instruments, avant l'échographie.
enfin, l'électrocardiogramme, tout le monde savait le faire, et donc, le cardiologue, il n'y avait pas besoin de cardiologue, maintenant, vous ne pouvez plus faire ça. Donc, la gastroentérologie, c'est pareil. Si tant qu'il n'y avait pas les tuyaux, le gastroentérologue, il n'y en avait pas. Donc, l'outil de l'infectiologue, c'est le laboratoire de microbiologie. Donc, sinon, vous avez des microbiologistes qui n'ont pas l'esprit pratique pour faire du soin, ou vous avez des infectiologues qui ne comprennent pas du tout comment ça marche, la microbiologie, ils ne savent pas. Et quand ça leur plaît pas, ils disent « Oh, le labo, il dit que c'est une connerie. » Donc ça peut pas être deux mondes différents. Il faut que ce soit le même monde. Nous, la réussite de l'IHU, la réussite de Pasteur avant les années 60, c'était ça. C'était le mélange de scientifiques et de médecins. D'accord ? Moi, c'est ce que j'ai imité en pratique. Hein. Parce que Pasteur n'existait plus, ça s'est si bien développé. Hein. Pasteur n'avait plus ça. Donc, moi, je crois beaucoup à ça. Et je pense que si on veut aussi avoir à nouveau une recherche de maladie infectieuse qui soit dynamique, il faut faire ça. Il faut faire des pôles qui soient des pôles mixtes, clinico-biologiques, pas que dans ce domaine-là, dans d'autres domaines. Si vous regardez en endocrinologie, si c'est pas vous qui faites doser les hormones, vous ne servez à rien. Vous envoyez le tube, il dit tiens, dis-moi ce qu'il y a. Donc s'il y a une vraie, c'est pas juste un savoir virtuel. Il faut qu'il y ait un outil qui soit associé à ce savoir. Et l'outil de maladie infectieuse, c'est la microbiologie. Et le travail d'équipe, comme vous le dites. Oui. Alors, vous regardez la politique de loin, mais quand même, est-ce que vous auriez un conseil à donner, et un seul, au nouveau ministre de la Santé qui vient de prendre ses fonctions ? Écoutez, moi, les conseils, c'est... Je crois que chacun a fait comme il peut. Déjà, je pense qu'il y a... Je pense que c'est pas en cassant les thermomètres qu'on arrange les choses. Dans ce pays, c'est le manie qu'on a, casser les thermomètres. Je pense que c'est pas en s'entourant de gens qui sont pas bons, mais qui vous disent oui, que ça marche. Mais je convaincrai personne parce que tout ce que j'ai vu dans les ministères, ça n'est que ça. Ils vous diront non le jour où vous serez plus ministre, hein, mais le jour tant que vous serez ministre, ils vous diront oui. Donc, moi, je sais pas comment on change un système comme ça, j'en sais rien du tout. Il ne peut pas apprendre non plus aux gens de dire, vous savez, on s'est trompé, on comprenait pas trop, c'est des erreurs. Hein. C'est bien de remettre les choses à plat pour essayer de comprendre. Mais moi, j'ai jamais vu que les gens faisaient ça, à part sous la contrainte de la justice. Hein. J'ai jamais vu ça. Si vous remontez, moi j'étais jeune assistant. J'ai ouvert ici la première salle de prise en charge du sida, l'essence de l'huile. J'ai vu l'épidémie. L'épidémie, j'ai vu les folies de l'époque. On savait, enfin, moi je savais, je faisais partie des sachants, et je savais que je faisais des bêtises et qu'il ne fallait pas faire comme ça. Je le savais. Donc on le savait. Après, ça a été dissimulé, caché. Là aussi, il y avait des modélisateurs déjà, qui sont la pire chose qu'on puisse imaginer. C'est transformer le monde. C'est l'arrogance de croire qu'on connaît tous les éléments. Sinon, on ne peut pas faire de modèle, si on ne connaît pas tous les éléments. Et en plus que les choses vont se produire de la même manière que ce qu'elles se passaient avant, ce qui n'est pas vrai non plus. Donc ça ne marche jamais. Mais là, il y avait un modèle. Les économistes de la santé avaient dit, écoutez, même si on retarde pour le vaccin Pasteur, hein, si on retarde de 4 mois, ça fait pas beaucoup de morts, ça fera quelques-uns, mais ça fait pas beaucoup de morts. Plutôt que de dire, écoutez, on va inventer une loi qui va ouvrir à vote le marché, et puis on ouvre pour 6 mois, et dans 6 mois, on renouvellera autrement. Donc là, plutôt que de interdire et retarder les choses, parce que les gens de Pasteur n'avaient pas réussi à le faire en même temps, c'est une énorme erreur. Quand un type peut écrire, on est contre la médecine, quand un type peut écrire au ministre, écoutez, maintenant on sait que tous les lots sont contaminés, est-ce que je continue à refuser? Allez, il a écrit ça, peut-être. Sur le scandale du sang contaminé, hein. Ouais. Il a écrit ça, il faut écrire un truc pareil. Hein. Alors encore, c'est l'éthique, hein. Oui, c'est le moral qui disparaît. Hein. Mais lui, Garetta, c'était la même chose, c'était le début d'une nouvelle génération de gens qui la morale avait disparu, et l'objectif, c'était de répondre aux injonctions du ministère, c'est-à-dire que c'était trop déficitaire le FS, et donc il fallait plus que ce soit aussi déficitaire, mais il y a un type qui était ni un scientifique, ni un bon docteur.
et qui a obéi, mais à un point, c'est le procès Eichmann, hein. C'est pareil. Hein. Ouais, j'ai obéi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Voilà, vous ne pouvez pas me reprocher parce que j'ai obéi. Et ce sentiment-là, je vous assure que c'est le sentiment dominant. Les gens qui ont obéi ont le sentiment qu'ils n'ont rien fait de mal, même s'ils ont obéi à quelque chose qui était indigne. Alors, il commence à avoir des prises de conscience de certains fact-checkers qui se sont dit j'ai trop simplifié, j'ai pris les gens pour des idiots aussi. Alors, les pouvoirs publics ont pris les gens pour des idiots pendant cette crise Covid. En gros, on partait du principe que les Français ne pouvaient pas gérer l'incertitude et donc il fallait leur dire faut mettre le masque, faut faire ci et c'est 90% et tout le monde sera protégé. Et le mensonge est arrivé parce qu'on avait l'impression que les gens ne pouvaient pas gérer l'incertitude. Est-ce que c'est ce que vous avez vu ou est-ce que c'est une excuse a posteriori de personnes qui ont utilisé leur pouvoir pour mettre en place des politiques loin d'être sanitaires? Vous savez, c'est Rocard qui dit ça comme ça, qui disait ça. Ça m'évite de dire une grossièreté de plus. Il disait, quand il y a un truc comme ça qui se passe, entre la connerie et le complot, la plupart du temps c'est la connerie. Ouais. Oui. Faut chercher le complot. Alors, il y a des... Qu'on vive une société corrompue, je suis bien convaincu. Donc ça joue certainement un rôle, mais c'est la bêtise qui a fait le pouvoir. Hein. C'est la bêtise qui a fait le pouvoir. C'est pas vouloir entendre, hein, du tout. C'est la bêtise qui a fait le pouvoir. La bêtise, et puis, encore une fois, plus spécifiquement, en France comme aux États-Unis, plus spécifiquement, si vous voulez, les infectiologues, depuis 40 ans maintenant, ont seulement eu à gérer des pathologies chroniques comme le sida ou les hépatites. Ce milieu a été associé à des groupes d'influence importants. Plus, ils ont géré tout ça exclusivement avec l'industrie pharmaceutique. Et donc, c'est ce que j'ai eu l'occasion de dire, c'est créer un espèce d'écosystème qui a pris le pouvoir des maladies infectieuses. Et donc, de manière assez logique, puisque c'est eux qui avaient pris le pouvoir, qui représentaient la majorité des gens qui faisaient des maladies infectieuses en France, eh bien, l'INSERM qui est en capillotage, maintenant tout le monde le dit, moi j'ai écrit ça, ça m'a valu la haine mortelle de Lévy quand j'ai écrit ça dans la recherche médicale en train de partir au douille, et c'est l'INSERM qui en est responsable, parce que la recherche médicale, ça devrait être l'INSERM. Donc, ça fait 20 ans, 30 ans que ça devrait être réformé, 40 ans, depuis Lazare, il fallait arrêter. Il a sorti ça des hôpitaux, il a sorti ça de la médecine, c'est fou, c'est des fous. Et donc, le seul qui faisait les maladies infectieuses sont ceux-là. Et donc, eux ont réfléchi comme on réfléchissait pour ça, c'est-à-dire une maladie chronique, pour laquelle c'est l'industrie pharmaceutique qui va nous sauver, parce que s'il y avait quelque chose, on le sauver. Et donc, ces gens qui ne pensaient que comme ça, qui ne pensaient que essayer de randonniser, que industrie pharmaceutique avec des produits nouveaux, comme le rêve du vaccin du SIPA, qui est le même rêve il y a 30 ans, qui ne s'est toujours pas réalisé, mais qui a coûté des milliards. Voilà, c'est les gens qui étaient aux manettes, vous voyez, c'est FRSI, c'est Yazdan Parga, tout ça, c'est des gens du sida, du genre des sida et des hépatites. Je vais vous raconter un truc sur l'industrie pharmaceutique si vous ne connaissez pas, parce que ça vous explique pourquoi les effets randomisés sont obligatoires. Nous, en réalité, moi, comme microbiologiste et infectiologue, je pense que les effets randomisés, c'est couillonnable, parce que c'est très facile de savoir si quelqu'un a encore un virus ou pas. Si vous voulez traiter quelqu'un qui a le virus du sida, le virus d'hépatite, vous regardez s'il a le virus dans le sang, donnez le médicament, s'il n'a plus le virus, ça marche. Vous n'avez pas besoin de placebo, c'est idiot. C'est un truc d'idiot, ça vient pour les types ça a été mis au point, ça, pour le truc du cœur, pour le diabète. Est-ce que ça change vraiment de traiter le diabète? Pas traiter le diabète sur 20 ans, 30 ans. Mais pour savoir s'il y a du virus dans le sang, vous regardez s'il y a du virus dans le sang. S'il n'y en a plus, c'est fini. Après, vous attendez 3 semaines, 1 mois, 2 mois, pour voir si vous arrêtez, si ça repart. Avec le sida, si vous arrêtez, ça repartait. Bon, ça, c'est alors, avec l'hépatite C, ils ont commencé, c'est toujours pareil, c'était avec Gilead, ça. Ils ont commencé par faire des protocoles de 12 semaines. Donc, mais sans regarder s'il y a du virus ou pas. Vous deviez faire 12 semaines. Point. Donc, point.
Donc, ça a été validé par l'AMM à 12 semaines. Maintenant, on demandait déjà à 6 semaines. On était pas la peine de faire plus, et il suffisait de regarder. Chez la plupart des gens, en l'espace d'une semaine, 2 semaines, il n'y avait plus de virus, il suffisait de rester 3 semaines de plus. Mais les CI ne revenaient plus. Donc, on a prescrit 2 à 3 fois plus de médicaments que ce qui n'était nécessaire si on avait fait de la science plutôt que des couillonnades randomisées. Ça n'avait pas de sens. Et c'est très compliqué, parce que si vous expliquez ça, toute cette bande, ils ont tous fait ça. C'est dans une réflexe, en fait, quasiment. Oui, c'est de l'obéissance. Puis personne ne réfléchit. Tu dis, attendez, vous ne voulez pas regarder simplement. S'il n'y a plus de virus, ça ne sert plus de médicaments, c'est fini. Et donc c'est intéressant, parce que c'est pour ça que je vous dis, il faut avoir une double formation. À la fois, il faut être un infectiologue et un microbiologiste ou un virologue pour comprendre que l'un dépend de l'outil de l'autre. Donc, on travaille ensemble, il faut travailler ensemble, tous sur la même chose. Sinon, on peut vous embarquer n'importe quoi. Et puis, ils auraient pu dire, il faut traiter un an. Personne n'aurait rien dit. Justement, enfin, ça, c'est un thème qu'on n'a pas abordé, mais il y a eu un tel côté croyance religieuse, quasiment, enfin, avec des grands prêtres, des curés de campagne, mais en gros, on n'avait pas le droit, on était excommunié, hérétique, si on n'était pas d'accord avec la politique sanitaire du gouvernement. Et ça, il n'y avait rien de scientifique sur les lockdowns, les confinements. Puis on a su que c'est très sûr, très tôt, on a su que c'était pas vrai, parce que ça n'a pas été publié en France, mais enfin, je connaissais le résultat par ailleurs. C'était publié en Italie, en Espagne. On s'est rendu compte que les gens qui étaient confinés avaient fait plus de Covid que ceux qui n'étaient pas confinés. En Allemagne, Bon, en Espagne, en Italie, les premiers sortis en Allemagne, ils avaient bien le confinement, ça ne veut rien. C'est pareil, le port du masque dans la rue, j'avais personne à montrer que ça servait à quelque chose. Mais c'est pas vrai. C'est peut-être le pollen, c'est peut-être pour les finances publiques, les amendes. Oui. Non, c'est même pas. C'est le. Les gens confondent ce qui est leur opinion comme étant de la logique et du bon sens. Si vous demandez à un type, c'est du bon sens quand même de mettre un masque, un truc. Attendez, ça ne marche pas comme ça, c'est compliqué. Vous pouvez pas même. La contagiosité, c'est une chose auquel même moi je ne comprends toujours rien du tout. Alors, vous savez, personne ne comprend ni la contagiosité, ni la saisonnalité. Si vous êtes un scientifique, alors, je peux vous dire que vous avez plus de questions que ceux qui n'en sont pas. Ouais. Donc, il n'empêche qu'à un moment, il faut prendre une décision politique. Mais moi, je ne voulais pas jouer, je ne voulais pas, moi, servir de caution à une décision qui est politique. Je ne veux pas le faire. Moi, je peux dire l'état de ma connaissance, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai appris, de ce que je connais, qui est une connaissance à un instant T. Moi, je sais beaucoup plus de choses sur les coronas que ce que j'en savais à 3 ans. C'est incomparable. On n'a jamais fait, par pour le SIDA, on n'a jamais fait autant de séquences d'un virus. Donc, ce que ça nous apprend, c'est extraordinaire. Moi, c'est comme ça que j'ai compris pourquoi il y avait des coups en cloche dans l'infection virale. C'est grâce à ces données-là. Donc ça a été un bond dans la recherche. Bien sûr, dans l'équipement. Mais je vous dis, c'est ce que je vous disais au début, il y avait un retard. Du fait de l'absence de fusion, il y a un sous-développement incroyable technologique de la microbiologie en France. Quand le président a voulu qu'on fasse des séquences, ils se sont tournés pour voir dans combien de CHU il y avait moi, j'ai eu le premier en Europe, séquenceur de nouvelles technologies, qui n'étaient pas du Sanger. Et j'ai eu le premier séquenceur automatique dans un laboratoire de microbiologie au monde. Quand ils ont fait le point avec les bergers pour savoir qui avait des séquenceurs de nouvelle génération, et il y a un CHU sur 2 qui n'en avait pas. Je passe pour le compte. Si vous allez en Chine, c'est comme ici. Moi, je me suis disputé à un moment. Non, les choses se sont passées. Pour avoir des scanners basse densité plutôt que d'avoir des téléthorax qui servent à rien, que personne n'arrive à interpréter, pas même des radiologues. En Chine et en Inde, ils n'ont que des scanners basse densité. Enfin, nous, on continue à avoir ces radios-là, qu'on fait aux urgences, que personne ne sait lire. C'est inouï. Il y a un retard technologique, intellectuel dans ce pays qui est considérable, qui est sur l'ancienne phase, et on va trouver des médicaments pour... Et ensuite, enfin, quand vous faites des statistiques sur
complications à 20 ans des gens et que vous pensez que le seul paramètre qui change sur 20 ans entre les populations, c'est pour la contrée de l'OPA, c'est que vous êtes fous. C'est que vous avez jamais vu de malade. Même nous, à l'hôpital, je peux vous dire, quand on a regardé au début, pour ajuster les doses, on connaissait très bien les doses, contrairement à un pharmacologiste à Bordelais qui fait des modèles et qui invente ce que devrait être les concentrations. C'est avec moi, il se trouve que je faisais 300 dosages par an d'hydroxychloroquine depuis une trentaine d'années. Donc je sais exactement ce qu'on a au bout d'un mois, puisque c'est des traitements long cours, on les a pendant 2 ans. Même posologie, jamais le moindre ennui de notre vie. Donc, je vous ai expliqué la toxicité, je suis un peu tombé les nues. Après, quand on m'a expliqué les dosages, je suis tombé les nues aussi, si vous voulez, c'est les gens qui, probablement, n'avaient pas fait un dosage de leur vie. Mais donc, on a regardé, parce que là, on ne traite que pendant 10 jours, pour voir si on arrivait à avoir 2 fois, 3 fois la concentration qui inhibait la culture du virus. Bon, on a fait comme on faisait les antivirales, pratiquement. Et donc, ce qu'on a vu, ce que j'avais vu dans un autre temps, à l'époque où chez mon patron il faisait de l'évaluation, un truc, c'est qu'il y a 10 à 15% des gens qui ne prennent pas. Comme ça, donc... c'est les humains. Ouais, donc c'est comme ça. Savez-vous ce qu'on vous dit, non, franchement? Le type vous donne 5 médicaments. Ouais, vous dites oui, je vais les prendre. Celui-là, je ne le prends pas aujourd'hui, celui-là, je le prends demain, mais c'est les humains. Non, mais moi, j'ai fait des cours comme ça. Dites aux gens, voilà, pour une angine, il faut prendre 10 jours de traitement. Je posais la question aux gens. Je dis, qui de vous, pour une angine, a pris 10 jours d'antibiotiques? Personne. Au bout de 3 jours, vous avez plus mal, vous ne prenez plus d'antibiotiques. C'est pas vrai. Donc, il faut arrêter d'avoir une discordance, si vous voulez, entre... C'est à ça que ça sert, la pratique. Hein. Mais il faut écouter les gens, il faut discuter, faire des dosages. Nous, on a même fait des dosages dans les cheveux. Il y a une vieille dame que je voyais, qui a une maladie pour laquelle on fait des rechutes sans arrêt. Un peu comme le sida, une maladie bactérienne. Donc, on leur donne de la doxycycline, un antibiotique qui est très bien toléré à vie. Et je les vois une fois par an, et pour toutes ces gens qui ont des maladies chroniques, à chaque fois, je fais un dosage du médicament. Et cette dame que je suis, plus 5 ou 6 ans, qui doit avoir, je sais pas, 77 ans, elle rigole, puis elle me dit, il faut que je vous dise, que, comme je sais que vous dosez, je prends le médicament que la veille, et le reste du temps, je ne le prends pas. Donc, on rigole tous les deux, parce que je trouvais qu'elle était honnête. J'ai dit, écoutez, si vous êtes d'accord, on va faire un truc, on va faire comme pour les sportifs. Je vais le doser dans vos cheveux, donc je vais prendre, je prends les ciseaux, je coupe un petit bout de cheveux à la racine, et puis je le coupe centimètre par centimètre. Et donc, 1 centimètre de cheveux, ça représente à peu près un mois, vous voyez. Et donc, sur ce mois, vous pouvez savoir si elle l'a pris. Il y a une corrélation exacte entre le taux dans le sang et dans le cheveu. Et c'est pour ça que tous les sportifs sont chauds, vous savez. Parce qu'ils ont commencé à leur donner les cheveux. Sinon, il suffit qu'ils arrêtent 2 jours avant. Vous voyez, bon. Ou 1 semaine avant, on ne trouve rien dans le sang, on ne trouve rien dans les urines. Mais dans les cheveux, pour ce qui est dosable dans les cheveux, vous le trouvez dans les cheveux, dans la barbe, vous le trouvez. D'accord, ça reste. Donc, vous savez, la malice vous croyez que c'est... Donc, quand vous faites des statistiques comme ça, il faut quand même être lucide sur le fait que vous mélangez de gens des choses. Rien à voir, vous vous rendez compte. Mais là, je parlais de gens à l'hôpital. C'est des gens, il y avait 10 à 15% des gens à l'hôpital qui ne prenaient pas les médicaments. Et j'avais eu la même expérience il y a 35 ans. Quand mon patron faisait des évaluations d'antibiotiques par voie veineuse, et par voie veineuse, je fais la même chose, et 30% des gens qui n'avaient pas reçu une injection. Là, c'était les infirmières qui faisaient autre chose, qui buvaient le café, qui avaient oublié. Et donc, tout ça, c'est des humains. Donc l'idée que vous allez transformer ça en du digital, c'est une idée de fou, c'est des dingues. Sauf si on réduit l'humain avec une machine, ou n'importe plus des machines. Enfin, oui, mais il y a aussi il y aura plus d'humains. La place du modèle avec l'intelligence artificielle va prendre encore plus de place. Hein. Non, mais moi j'ai déjà testé l'intelligence artificielle, c'est du pipeau. Non, pour le moment, mais pipeau. Peut-être pour la recherche, ils vont utiliser ça pour créer un Non, mais après, vous pouvez pas le faire pour une bonne raison, c'est que la découverte, par définition, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Donc, l'intelligence artificielle ne peut pas trouver de choses qui n'existaient pas avant. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, peut-être que ce sera pas mal, ça remplacera une partie de la recherche qui est maintenant la recherche de confirmation. Mais globalement, la recherche de découverte, il faut des humains et des humains tordus pour faire des découvertes. C'est pas des gens obéissants, ni
Parce que ceux-là, ils peuvent pas trouver le Alors, tour. Ils peuvent pas, il faut avoir un esprit de contradiction. C'est ça la découverte. eh ben, en tout cas, merci beaucoup d'être intervenu comme vous l'êtes, professeur Raoult, et merci de votre temps pour cette interview au Monde Moderne. N'hésitez pas, bien sûr, à partager cette interview ou à vous abonner à notre chaîne.